La paix, c'est vrai qu'on peut la définir de plusieurs manières, mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la paix intérieure, parce que c'est quand même assez important d'en parler. On n'en parle pas souvent, pourtant c'est une question fondamentale. Il est important de retenir que vous ne pouvez rien faire sans la paix d'ailleurs, vous ne pouvez rien. Et si vous n'avez pas de paix intérieure, ne vous en faites pas. Tout ce qui est beau à l'extérieur sera pour vous vilain. Et vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas de paix intérieure. Ceux qui vont loin souvent, ceux qui arrivent à déployer de façon maximale leur potentiel sont généralement des gens qui ont cultivé la paix. Et il n'y a pas deux choses à dire, la paix, mais encore la paix, rien que la paix. Ce n'est pas pour rien que l'on vous dit que la paix soit avec vous, parce que quand on a la paix, la vraie paix, on peut bâtir de royaumes le plus important et surtout le plus solide. Mais quand on n'a pas de paix, on pourra tout perdre, on peut tout perdre. Parce que le sentiment d'insécurité que l'absence de paix engendre, vous ne pouvez pas le calculer. Vous ne pouvez pas le calculer. Regardez ceux qui n'ont pas de paix. Vous allez le remarquer dans leur instabilité émotionnelle, instabilité intellectuelle, instabilité de vie de tous les jours. Ceux qui n'ont pas de paix. Et il faudrait ici, quand on parlera, je vais vous expliquer qu'il y a des choses que l'on confond, que l'on considère que c'est la paix, alors que ce n'est pas du tout la paix. Plusieurs personnes ont arrêté de se battre, ils ont cru qu'ils sont en paix. Vous n'êtes pas en paix quand vous avez arrêté de vous battre. Vous n'êtes pas en paix quand vous avez abandonné. Vous n'êtes pas en paix quand vous avez démissionné. J'entends souvent les gens dire beta makambukara ko beta makambukara na kozana kimia eza biloko mibale. Kimia eleki eloko nyonso ko imaginer na mokili. Kimia ezaka na prite ezaka na talote. Et le plus important c'est que la paix on ne la retrouve pas à l'extérieur malheureusement. Tous ceux qui cherchent la paix à l'extérieur se trompent énormément. La paix est une fabrication locale. On la crée, on la fabrique, on se l'impose. Et vous devez le retenir, chers frères et sœurs, si vous voulez, chères dames et messieurs. La paix, on ne la donne pas. D'abord, on ne l'hérite pas. Voilà pourquoi vous avez des parents qui sont généralement des parents de paix, mais qui ont malheureusement engendré des enfants désordonnés, déséquilibrés, des enfants agités. Parce que la paix, elle n'est pas héréditaire. Et la paix n'est pas transmissible. Ni sexuellement, ni familialement, ni culturellement, elle n'est pas transmissible. La paix, on la cultive. On la cultive au fil de temps. On la cultive avec de l'expérience. Vous allez voir un homme qui est généralement un homme de paix et une femme qui est généralement agitée. Pourtant, ils habitent ils habitent ensemble, ils vivent ensemble, ils dorment même ensemble. La paix n'est pas transmissible. Et la paix, ce n'est pas un truc collectif, non. La paix, ce n'est pas un truc collectif. La paix est une affaire individuelle, personnelle. Voilà pourquoi la paix intérieure est la plus importante. C'est la première richesse qui puisse exister. D'abord, la paix. On ne vous dit pas que la richesse soit avec vous. On ne vous dit pas que l'argent soit avec vous. On vous dit que la paix soit avec vous. Puisque si vous avez la paix, eh bien, vous n'avez plus rien à craindre. Et on va voir avec vous tout ce que c'est, tout ce que la paix est et tout ce que la paix n'est pas. Et aussi, on verra, si Dieu nous aide et Dieu nous donne le temps, vous allez voir avec moi les confusions que l'on fait souvent au sujet de la paix. Et comment l'obtenir? Je le dis, si je vais parler de l'État, la paix dans la dimension de l'État, on en parlera peut-être prochainement. Mais aujourd'hui, nous parlons de la paix dans la dimension humaine, dans notre interaction de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, comment on cultive la paix et comment on fait un effort de ne pas rester dans un milieu qui nous vole la paix. Plusieurs personnes sont dans la recherche de l'or, alors qu'ils oublient qu'ils sont en train de perdre la paix. Je dis toujours aux gens, là où on te vole la paix, n'y reviens pas, n'y reste pas. Une relation qui te vole la paix, il faut la détruire, il faut la casser. Ne cherche pas loin, il n'y a pas de démon. Le démon se trouve là où on te vole ta paix. Parce que vous n'avez aucune idée. Vous savez, au Congo, et surtout en Afrique, on néglige beaucoup de choses. On néglige des maladies qui tuent le plus. Vous savez que la santé mentale est une question primordiale, est une question essentielle. Mais en Afrique, on n'en parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de dépressifs au Congo. Beaucoup de dépressifs, surtout à Kinshasa. Des gens sont dépressifs. Des gens sont au bord de la crise. Petite question, il est énervé. Petite question, il est fâché. Petit klaxon, il est excité. Un petit problème, il se fâche, prêt à se battre. Vous ne vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais justement, les gens sont malades. Les gens sont surexcités. Ils sont tous sur leurs nerfs. Petit problème, eh bien, on envoie tout en l'air.
Petit désaccord, les gens sont prêts à en venir aux mains. Quand vous regardez très bien, les gens souffrent. Les gens ont des problèmes qu'ils n'ont pas résolus. Les gens ont des questions dont ils n'ont pas de réponse. Et c'est souvent quand on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose que ça énerve, ça perturbe et ça vole la paix, ça vole la quiétude. Ce n'est pas le fait d'avoir de millions qui vous donnera la paix. Non, il y a des hommes extrêmement riches qui ont beaucoup d'argent mais qui ne dorment pas. Sinon, à quoi ça sert de dormir si on n'a pas sommeil? À quoi ça sert de vivre une vie quand on n'a pas de paix? Une prison, elle peut être dorée, mais ça reste quand même une prison. Une prison, elle peut être enrichie, on peut vous donner tout ce que vous voulez, une connexion Internet, les femmes, les hommes, tout ce que vous voulez. Mais du moment où on a mis des barrières dans votre esprit, eh bien c'est fini, ce n'est plus le truc qu'il faut, parce qu'il n'y a plus de paix. Maintenant, comment faire pour avoir cette paix? Et comment savoir que cet environnement me vole ma paix? Et comment savoir partir même quand il y a le confort? Parce que c'est ça le piège aussi. On te manque de respect. On t'insulte. On te diminue. On te marginalise. Mais parce qu'on te donne du pain, tu acceptes de rester. Tu dis, bon, ça va, je peux tenir. Il n'y a pas de concession quand ta paix est menacée. Tu es dans un groupe d'amis où on dit des choses qui t'énervent, qui te blessent, qui te permettent pas d'évoluer. Retire-toi de ce groupe-là. Vous avez des groupes WhatsApp où quand quelqu'un écrit des choses, ça t'énerve, ça te bouscule, ça change ton humeur. Mais ce que tu ne comprends pas, tu t'envenimes en fait. Tu es en train de t'envenimer, tu es en train de t'empoisonner petit à petit. Les gens devraient être en mesure de quitter les lieux, même si ces lieux sont giteux. Mais du moment où ton respect, ta crédibilité, ta dignité, du moment où ces valeurs-là sont piétinées, il faut partir. Les gens n'ont pas d'honneur, malheureusement, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tout. On a peur de rester affamé, on a peur de tout perdre, on a peur de... Oh, finalement, vous avez peur de tout. Tu verras une femme dans un mariage, elle est abîmée, abîmée. Quand je dis une femme abîmée, ça veut dire qu'elle est une femme amère. On insulte, on la tape, on la tabasse, on l'humilie. Le mari sort avec les filles du quartier, le mari sort avec les filles de chez les voisins, les maris sortent avec toutes les personnes qui viennent chez vous à la maison. Si ce n'est pas tes petites sœurs, ce sont tes amis. Si ce n'est pas tes amis, ce sont les copines de tes amis. Bref, ton mari n'a aucun respect pour toi, aucune valeur pour toi. S'il se met à t'insulter, ben, en tout cas, on croirait que c'est ton ennemi. Mais ma sœur, je pose la question, qu'est-ce que tu fais dans une relation comme ça? Tu espères quoi? Tu t'attends à quoi? À un changement? Par quel mécanisme? Ce monsieur qui fait ça n'est pas fou, il n'est pas malade, il est conscient. Voilà pourquoi il est poli ailleurs. Ailleurs, il est poli. Le problème, c'est que quand on nous manque de respect, ce n'est pas parce que nous avons été... Non, c'est parce que d'abord, la personne est mal éduquée, impolie et ainsi de suite. Mais aussi, la personne n'a que faire de nous. Que faire de nous? Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est manquer respect dans le wingete. Ce que vous manquez au respect, c'est que vous représentez et l'autre côté, panaï. À cause de la mal éduquée ou ainsi de suite. Mais le premier élément, c'est d'abord toi, tu ne vaux rien. Et il n'y a rien de plus désacralisant que de se voir dans le miroir que vous ne représentez absolument rien. Je ne t'appelle pas 3 fois au téléphone. Je t'appelle la première fois, tu ne prends pas. La deuxième fois, tu ne prends pas. La troisième fois, je n'appellerai plus. Parce que je suis convaincu que tu vas voir mes appels manqués. Et si tu vois mes appels manqués, tu ne rappelles pas parce que je n'ai pas d'importance pour toi. Et donc, je ne continuerai pas à t'appeler, à t'embêter. C'est ça le respect. On doit se l'imposer. Mais parce que tu penses qu'il doit te donner de l'argent, parce que tu penses qu'il doit t'aider, et toi, tu concèdes cela. C'est-à-dire tu vends ta dignité par rapport à cela, et la personne saura. Ne vous en faites pas. Tout le monde utilise son téléphone de la même manière. Qu'on ne te trompe pas. Seulement, les gens regardent ce qui est prioritaire pour eux. Ils regardent, quand il y a la liste des appels, ils regardent l'historique. Ils voient les numéros importants et ils rappellent ces numéros importants. Il ne t'a pas rappelé parce que tu n'es pas important. Est-ce que vous voulez qu'on vous dessine ça? Et vous appelez, vous dites à quelqu'un, pourquoi tu me manques sur répondre non, mais pourquoi cherchez-vous des réponses là où les actes ont été clairs? La parole, elle est pauvre pour transmettre. Je vais bien dire. La parole est pauvre pour transmettre la véritable expression de l'âme.
Et ce que vous devez savoir, la parole est hypocrite. La parole censure ce que les actes ne peuvent pas censurer, ce que les attitudes ne peuvent pas censurer. Ce que je ne te dis pas, je te le ferai montrer. Tu le verras. Aucun homme, aucune femme ne va dire à quelqu'un d'autre de façon frontale, écoute, je ne t'aime pas, je ne te considère pas. Non, on ne le dit pas, parce que la parole est hypocrite. Mais ces actes vont te le dire 1 million de fois. Et parfois, les actes sont plus éloquents. On te dit qu'on ne te respecte pas. Attends, tu appelles quelqu'un la première fois. La deuxième fois, ça sonne à vide. La troisième fois, l'appel est rejeté. Mais tu continues quand même à insister. En fait, quand ça devient du forcing, ce n'est plus la force que tu exerces, mais c'est les crédits de ton identité, de ta dignité, de ta valeur que tu mets en jeu. Voilà pourquoi tu verras que les gens sur qui tu insistes beaucoup n'ont pas beaucoup de respect pour toi. Ils n'ont pas de retenue pour te dire non. Quand ils doivent te dire non, ils te disent non directement parce qu'ils s'en foutent. En fait, ces gens pensent que la vie s'arrête aujourd'hui et que tout doit s'arrêter aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de respect pour toi. Mais si tu comprends cela, et toi non plus, tu ne réagis plus, malgré ta galère, malgré ta pauvreté, malgré ton manque, tu acceptes de l'avaler et d'enfiler le costume de la dignité et de l'honneur. Un jour, ce monsieur ou cette dame va t'appeler de lui-même. Et il va te jouer le numéro que tout le monde joue. Ah, j'avais oublié. J'étais dans 1000 choses. On n'est jamais dans 1000 choses. Jamais. Même quand on est dans 1000 choses, on trie le plus important. Il faut que les gens comprennent que la question qui dirige ce monde, c'est une question de priorité. Et vous devez comprendre, ce qui gouverne le monde, c'est une question de rapport de force. Si tu ne vaux rien, personne ne jettera son regard sur toi. Si tu ne vaux rien, personne n'accordera son temps pour toi. Et si tu n'as pas de réponse aux questions des gens, personne ne viendra te voir. Si nous allons dans les hôpitaux, c'est parce que les hôpitaux ont des réponses sur notre santé. Si nous allons au marché, c'est parce que les marchés ont des réponses sur nos problèmes de besoins, ainsi de suite. Mais quand tu n'as rien, personne n'aura besoin de toi. Même les cimetières sont plus importants puisque les cimetières nous accueillent la dernière fois. Toi, personne n'a besoin de toi. Et tu veux qu'on t'explique ça par des signes? Non. Perdez pas votre temps avec des gens qui n'ont aucun respect pour vous, qui n'ont aucune dignité pour vous. Regardez, messieurs et dames, nous avons deux types de personnes sur la terre. Ceux qui considèrent les relations en fonction de ce que les relations ont, et ceux qui considèrent les relations en fonction de ce que les relations peuvent être. Le plus important sont ceux qui considèrent les relations comme celles qu'elles pouvaient être et non comme celles que les relations donnent. Puisqu'une relation ne peut pas donner tout le temps à la même manière. Non. Les relations, elles sont, je ne veux pas dire relatives, mais elles ne donnent pas de la même manière sur tout le temps. Non. Aujourd'hui, je peux avoir une fonction, je vais te donner en fonction de la fonction que j'ai. Demain, je ne pourrai pas avoir la même fonction, je ne pourrai pas te donner de la même manière que je te donnais avant. Si tu me considères comme un président du CESAC, ou tu considères quelqu'un en fonction de ce qu'il est, ça va. Mais si tu considères quelqu'un en fonction de ce qu'il a, ce que tu n'as pas compris parce qu'on n'a pas toujours tout le temps. Voilà pourquoi vous avez des réponses. Une fois, j'étais avec un... il va se retrouver, si, peut-être qu'il ne va pas apprécier, mais il faut que je le dise. Une autorité de la CENI que j'ai rencontrée, je ne parlerai pas de son grade. Il m'a fait rire, il me dit, depuis l'élection, il m'appelle les autres sur le téléphone. Les appels, ça pleuvait, ça tombait de partout, c'est tout le monde qui m'appelait pour savoir. Mais maintenant, là, plus personne n'appelle. Je dis exactement, c'est comme ça. On se souvient du docteur quand on est malade. Quand on n'est pas malade, ce n'est pas le docteur à qui on pense. Quand on n'est pas malade, c'est au DJ qu'on pense. Quand on n'est pas malade, c'est à celui qui vend dans un restaurant que l'on pense. Quand on n'est pas malade, c'est la sortie que l'on voit. C'est un chauffeur de taxi qu'on imagine le plus vite pour qu'il nous amène dans un endroit ou dans un autre. Mais quand on commence à avoir de petites fièvres, en ce moment-là, on oublie les DJ aussi. La vie est comme ça. On oublie les DJ, on oublie les endroits, on commence à penser au docteur, ainsi de suite. Il me dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, mais parce que le problème, c'est une question de questions et réponses. Si j'ai des questions, je cherche celui qui a des réponses à ces questions-là. Si je n'ai pas de questions, je n'ai pas besoin de ta réponse. Comment tu veux comprendre ça? Moi, quand j'étais journaliste, chaque jour, les gens m'appelaient.
Ah, le Binini, ainsi de suite. Hein. Mais un jour, on m'avait viré. J'ai perdu mon emploi. Il a fallu de 3 jours seulement, 4 jours pour ne plus avoir des appels. Je dis, waouh, ça peut basculer comme ça? On me dit, mais oui. Voilà pourquoi ceux qui veulent aller loin bâtissent des réseaux pour que même lorsque la chute viendra, que ces réseaux-là amortissent leur chute pour qu'ils descendent calmement. Mais quand vous montez tellement haut, non seulement que vous êtes exposé à des vertiges, non seulement vous êtes exposé à des vents violents, et en plus, si vous êtes seul, vous tomberez seul. Et il n'y a pas pire que de tomber seul. Parce que quand on tombe seul, plus personne ne va te relever. On va te regarder. Ah, le problème ici, c'est que les gens devraient d'abord commencer à comprendre ça. Quand un truc commence à te voler la paix, quand quelque chose commence à te voler ta paix, ne réfléchis pas par 2 fois, il faut couper. Excusez-moi, il faut couper. Les relations qui ne m'apportent pas de réponse, qui ne m'apportent pas de solutions, je prends la décision la plus importante de partir. Parce que c'est quand même assez important de partir quand ta paix est menacée. C'est-à-dire que nous passons notre vie à chercher de l'or. Nous passons notre vie à chercher de l'argent. Mais en réalité, ce que nous perdons le plus, et très souvent d'ailleurs, c'est la paix. Regardez les gens à qui vous allez vous-même vous rendre compte que les gens n'ont pas de paix, ils n'ont pas de tranquillité. Tu vois, par exemple ici chez nous, les gens traversaient la chaussée, mais vous le voyez perdu, même dans son regard, il est perdu. Et quand on klaxonne, tout de suite, ses esprits reviennent. La personne est dépassée, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Et très souvent, nous sommes aussi ailleurs. Et que nous n'arrivons pas à comprendre ces choses-là. La paix, elle est précieuse. Il faudrait expliquer aux gens que la paix est précieuse. Il faut la conserver, il faut la garder, il faut la chérir, il faut l'entretenir. Mais j'ai envie de dire, il faut d'abord la créer. Parce que quand on ne l'a pas créée, c'est très difficile. C'est quoi la paix? Le dictionnaire définit la paix comme un état de calme, comme un état d'harmonie intérieure. En développement personnel, on définit la paix comme un alignement de l'esprit, de l'âme et du corps. Un sentiment d'ordre. Mais ce que j'aime dans plusieurs définitions, données par Spinoza, données par Kant et les autres, tous sont d'accord avec un seul fait. C'est que la paix n'est pas l'absence de la guerre. La paix n'est pas l'absence de conflits. La paix n'est pas l'absence de difficultés. La paix, c'est le surpassement, le dépassement de ces choses-là. Je vais bien dire comme Lao Tzu, la paix, c'est la maîtrise que l'on a par rapport à quelque chose. Donc la paix, c'est le contrôle de l'âme. Tu contrôles ce qui doit te régenter. Parce qu'en réalité, les gens pensent que la paix, c'est le fait de ne pas avoir de problèmes. C'est faux. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Tous. Mais nous choisissons comment vivre avec ce problème-là. Comment vivre avec ces choses-là. Du moment où ces choses ne nous dépassent pas, du moment où ces choses ne nous surpassent pas, eh bien on est bien. Mais quand ces choses commencent à nous déranger, à nous faire mal, en ce moment-là, on a tout perdu. Donc la paix, au-delà de tout ce que l'on peut dire, ce n'est pas l'absence de problème. Vous aurez toujours des problèmes. Mais le plus important, c'est comment vous négociez avec ce problème-là. Comment vous transcendez ce problème-là. Et la bonne manière de transcender un problème, c'est de savoir que le problème a commencé, donc il finira. Messieurs et dames, il y a une vérité absolue qu'on ne pourra jamais changer. Tout ce qui a commencé finira. Ça, vous ne devez pas oublier ça. Tout ce qui a commencé finira. Si ça n'a pas commencé, ça ne finira jamais. Mais puisque ça avait commencé, ça finira. Toute vie qui a commencé à la maternité finira au cimetière. Ne vous en faites pas. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Même Christ lui-même n'a pas dérogé à cette règle. Il est né, il est mort. Tout ce qui a commencé finira. Dieu ne finira pas parce que Dieu n'a pas commencé. Il n'a pas un début et puis il n'aura pas de fin. Mais tout ce qui vit partira. Tout ce qui a un début a une fin. Puisqu'il y a eu un jour un oui, il y aura un jour un non. C'est ça le principe de la vie. Alors vous ne devez pas marcher dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'incertitude. Vous voulez même vous tuer. Vous n'avez... Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Et généralement, les gens se tuent pour des choses qu'ils n'ont pas, ignorant ce qu'ils ont. Je ne comprends pas. Vous ignorez ce que vous avez parce que vous attendez des choses à venir. Mais ce que vous ne savez pas, la bonne mentalité, c'est de ne pas ignorer ce qu'on a. C'est d'aimer ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a et en travaillant, en entendant ce qu'on aura. C'est ça cette attitude, la bonne attitude, c'est celle-là. Je ne suis pas encore ce que je veux être, rassurez-vous, mais je finirai par l'être. J'apprécie d'abord ce que j'ai. J'essaie d'en prendre soin. Et puis, je travaille pour avoir ce que j'ai. Puisque la nature comprend une chose, la nature reconnaît un seul sentiment, plusieurs sentiments d'ailleurs, mais le premier sentiment que la nature comprend, c'est la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant, avec ce que vous avez, avec le peu que vous avez, la nature vous donnera un peu plus, puisque la nature se sent flattée. Et une fois que la nature est flattée, elle vous donne encore davantage. Voilà pourquoi on a dit souvent quand on grandissait, merci et c'est bilo comme indélé. En réalité, le problème c'est que quand on dit merci à quelque chose, même à la nature vous donne un peu plus. Mais lorsque vous vous mettez à détruire ce que vous avez, à haïr ce que vous êtes, ce qui est dangereux, vous chassez tout. Vous chassez tout. Et ce qui va se passer, c'est que la nature va te donner exactement ce qui va encore t'énerver pour te mettre dans cette situation-là. Parce que ce que tu ne sais pas, tu es en train d'appeler les mauvaises ondes qui ne viennent qu'avec les mauvaises histoires. Vous n'avez jamais entendu dire que le malheur appelle le malheur. Vous n'avez jamais entendu dire que le malheur ne vient jamais seul. Mais justement, parce que c'est comme ça. Quand tu te réveilles le matin, je ne comprends pas, tu te réveilles le matin, tu t'empoisonnes. Tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas le visage que tu as, tu n'aimes pas le corps que tu as, tu n'aimes pas les ventres que tu as, parce que tu n'as pas de postérieur, tu n'aimes pas ça, parce que tu n'as pas... Et tu te mets dans cette posture-là, rassure-toi, tout de toi sera mauvais dans le miroir. Tout. Parce que tu as conditionné ton cerveau à haïr ce que tu as. Mais supposons, tu te réveilles le matin, tu te vois, oh mais quelle belle créature que je suis formidable. Oh, mais aujourd'hui, je vais commencer la journée avec bonheur, avec joie, avec clarté. Tu ne comprendras pas, les choses vont s'aligner. Parce que là, tu as fermé ta réception sur les ondes négatives et tu es prêt, disponible à recevoir des ondes positives. Et tu verras, en peu de temps, des bonnes nouvelles vont commencer à venir. Même si elles ne sont pas importantes, mais elles viendront. Les bonnes nouvelles viendront. Avant que les bonnes nouvelles viennent, il faut que les mauvaises nouvelles partent d'abord pour qu'on laisse l'espace. Puisque les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles ne peuvent pas cohabiter. Vous n'avez pas de bonnes nouvelles puisque vous avez fermé la porte aux bonnes nouvelles. Vous êtes tellement nostalgique, vous aimez tellement le passé méchant que vous avez vécu que vous le caressez souvent. Et puisque vous caressez les mauvaises nouvelles, le mauvais climat, mais ce que vous ne savez pas, vous récompensez les mauvais climats. Vous récompensez les mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi elles doivent rester, puisque vous leur récompensez. Et vous leur récompensez en faisant quoi? Avec une énergie négative. Nous avons des gens qui sont des comptables du malheur. Ils sont comptables de leur propre malheur. Moi, on m'a fait ceci, moi, on m'a fait cela, moi, j'ai manqué ça, moi, je n'ai pas ça. Vous faites la liste de ce que vous n'avez pas. Mais jamais vous avez déjà fait la liste de ce que vous avez, que les autres n'ont pas. Vous entendrez les jeunes garçons, non, parlons d'abord des jeunes filles. Vous entendrez les jeunes filles haïr leur vie puisqu'ils n'ont pas de mariage. Moi, ma vie, je ne suis pas marié, j'ai tel âge, je ne suis pas marié, j'ai un enfant, j'ai deux enfants, des pères différents, qu'est-ce que je deviens? Mais si tu tournes juste la page, tu trouves une femme qui est mariée, mais qui dit, moi je n'ai pas d'enfant, c'est pas possible, moi vraiment, c'est pas possible, je voudrais même avoir un enfant sans me marier, ainsi de suite. Je ne comprends pas. Mais échangez-vous, carrément. Mais échangez. Vous allez vous rendre compte que ce qui nous fait ça, c'est l'ingratitude. Le fait de refuser ce que nous avons en pensant que notre vie dépend de ce que nous manquons. C'est faux et archi faux. Ce que vous manquez là, je veux dire, ce que vous avez, que vous négligez, fait le bonheur d'autres personnes qui n'en ont pas. Il y a des gens qui vont en prière juste pour avoir ce que vous négligez là. Et ce que vous voulez avoir, il y en a des gens qui les négligent, qui n'en ont même pas besoin. Ça ne leur dit absolument rien. La vie, elle est comme ça. Et vous devez avoir un esprit beaucoup plus grand, beaucoup plus vif, beaucoup plus compréhensif, pour ne pas tomber dans ça, justement. Il faut aimer. Je vais vous raconter mon petit témoignage, si ça peut vous aider. Je suis une fois dans une salle, c'était quand même VIP. Il y avait toutes les autorités du pays, mais vraiment toutes les autorités du pays. Et je vois un monsieur venir, il murmurait. Il disait,
Ah là là, mais c'est pas possible, je travaille, je suis fatigué de ce boulot. Je suis fatigué de ce boulot. C'est pas possible. Il y a beaucoup de pression, non, j'en peux plus. J'ai envie de ma vie d'avant. Et on était en train de parler, on discutait, c'était une excellence, on discutait. Et je lui pose juste la question en riant. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce poste de ministre? Qu'est-ce que tu as donné? Il me dit, mais laisse tomber, hein, laisse tomber. J'ai cassé les montagnes pour en arriver là. Hein. J'ai donné le meilleur de moi. Je dis, mais est-ce que tu te regardes aujourd'hui, tu es en train de haïr ce que tu as maintenant? Tu penses vraiment que tu ne savais pas qu'en arrivant ici, il y aura tout ce problème? Il dit, non, tu ne comprendras pas, M. Bossembe, tu ne comprendras pas. La vie que je mène, elle est difficile, elle est difficile. Et moi, tout ce qu'il y avait dans ma tête, je dis, pourquoi tu ne démissionnes pas? Si tu savais, pourquoi tu ne démissionnes pas? Le problème, c'est qu'on a tendance à négliger, à ignorer, à sous-estimer ce que l'on a. Oublions que des gens, des milliers de personnes font des prières pour avoir ça. Je vis une femme sur Willery. Elle était là, je ne sais pas ceux qui connaissent Kinshasa peuvent la connaître. La pauvre dame, elle était folle. Bon, folle ou pas folle, mais la vérité, c'est qu'elle était dans la rue. Elle était enceinte. Et tout le monde s'est posé la même question. Folle. Et la folle, un jour, a mis au monde 2 petits, ça veut dire des jumeaux, des beaux bébés. Mais il les a mis, elle les a mis où? Dans une, je veux dire, dans une sorte de rigole. Et c'était les sœurs religieuses qui sont venues prendre les enfants. Il y avait même une bagarre parce qu'elles ne voulaient pas. On est allé soigner les enfants, ainsi de suite. Tout ça. Et je voyais dans les femmes, les regards des femmes qui disaient, mais ah, Nzambe, combien de femmes sont dans le mariage en train de pleurer, jeûner pour avoir ces enfants. Et voilà une folle qui ne sait pas ce qu'elle fera avec ces enfants-là. Elle a aussi gratuitement, aussi facilement. Alors, dans cette attitude, quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas regarder ça de cette façon-là. Tu vas regarder aussi de l'autre manière en disant, qu'est-ce que cette folle n'aurait pas donné pour être en bonne santé, pour profiter de ses enfants en réalité. Donc, le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas, ce n'est pas ce que vous manquez qui vous met dans cette situation-là, mais c'est la qualité de votre esprit qui n'est pas en réalité bien aligné, bien articulé. Moi, depuis que j'ai compris ces choses, j'essaie de vivre ma vie dans la paix. J'essaie de prendre tout ce que j'ai comme un cadeau du ciel. Et j'essaie de comprendre que ce que je n'ai pas maintenant, je pourrais l'avoir demain. Mais en cherchant à avoir ce que je veux avoir demain, je ne pourrai pas tuer, négliger, sous-estimer ce que j'ai aujourd'hui. Puisque ce que j'ai aujourd'hui, il y en a qui n'en ont pas. Et ce que moi je n'ai pas, il y en a qui en ont. C'est ça l'équilibre de la vie. Commencez par apprécier ce que vous avez. Vous avez des enfants, appréciez vos enfants. Vous avez un mariage et que vous n'avez pas d'enfants, appréciez ce mariage d'abord. Vous avez une bonne santé, appréciez cela. Allez-y à Mamayemo pour comprendre combien de gens seraient prêts à vendre des maisons. J'ai vu des gens vendre des maisons à 700 000. Des maisons qu'ils ont achetées à 400 000 $, ils les ont vendues à 125 000. Parce qu'ils ont un problème de dialyse, parce qu'ils ont un problème d'opération. Il y en a même qui ont eu un problème d'évacuation. Il fallait juste qu'on les évacue. En France, on lui a dit, bah, écoute, ça va coûter 120 000. Mais on en a besoin avant mercredi ou avant jeudi, on a besoin de 120 000. La personne a sa maison de 400 000. Mais il n'a pas eu le temps juste de vendre la maison à 400 000, il a vendu à 120 000. Ce n'est pas une dette, il vend la maison à 120 000. On se pose la question, mais comment quelqu'un peut vendre ça? Justement parce que ce que vous ne savez pas, il vend tout ça pour aller chercher ce que toi tu as facilement. Juste facilement. J'ai vu un autre TikTok qui m'a fait rire, mais pas vraiment rire, parce que ça m'a interpellé. Un monsieur, et je lisais les commentaires, les gens sont inconscients, le monde va dans une imbécilisation, mais incroyable. Le monsieur disait, ça fait 10 ans que j'attendais le rein. Ça fait 10 ans que j'attends le rein et que je n'ai jamais eu le rein et que je n'ai jamais uriné. Aujourd'hui, j'ai eu le rein, je peux uriner. Donc pour lui, c'était fantastique d'uriner. Je dis, mais oh, mais ça on le fait tous les jours. Oui, vous le faites tous les jours parce que vous êtes en bonne santé. Il faut poser la question aux gens qui ne peuvent plus le faire. Ils vous diront, ils vous diront que ce n'est pas facile. Toi, tu te lèves, hein? Tu dors, tu te réveilles sans problème. Tu penses que c'est une affaire facile. Ce n'est pas une affaire facile. Ce n'est pas une habitude. Il y a des gens qui payent des milliers et des milliers d'argent pour juste se réveiller calmement. Toi, tu dors quand tu veux.
Hein? Quand tu veux, tu dors. Moi, j'ai un ami, il s'appelle Achille. Je le salue là où il se trouve. Mon ami Achille, s'il veut dormir, il dort. Vous voyez, tel que nous sommes là. Il dit, bon, mon cher, 20 minutes, canal, 20 minutes, il dort, 20, et puis il se réveille. Moi, je peux donner tout ce qu'on peut avoir pour dormir normalement. Je suis parmi ceux qui ont un sommeil difficile. Il y en a, on est nombreux, je ne suis pas le seul. Et ne vous en faites pas, je ne suis pas malade pour autant. On est nombreux des gens qui ne dorment pas avant 22 heures. Il y en a. Et puis, moi, même si je dors à minuit, je me réveille toujours à 4 heures. C'est obligatoire. Quels que soient les cas, il y a une sorte d'horloge et je me réveille à 4 heures. Obligatoirement. Tout ce qui va se passer après, ça va être du forcing. Mais au moins, le sommeil s'arrête là. Mais attendez, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour dormir comme vous? Quand quelqu'un s'est dit, moi je vais dormir, en tout cas, bon, 30 minutes. Là. Puis, 40 minutes après, il est là debout. Waouh! Comment tu fais? Moi, je ne saurais pas. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que ce que vous avez des faciles, sachez qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Il y a des gens qui ne prennent, avant de dormir, ils prennent des trucs. Ils prennent des produits juste pour dormir. Ce que toi, tu fais facilement d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, vous devez apprendre à apprécier ce que vous faites le plus souvent. Ce que vous faites le plus souvent. C'est très important. Donc, à un moment donné, quand vous n'avez pas défini la paix comme un élément de base, je peux vous assurer que ça va être difficile. La paix, c'est donc un équilibre intérieur. Mais cet équilibre intérieur va au-delà des circonstances que nous avons. Les problèmes peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver. Le problème de paiement de loyer, le problème de maladie de sa mère, de son père, de son frère, de sa sœur, le problème de mariage, le problème des enfants, le problème de voyage, le problème de travail, le chômage, le conflit au travail. Toutes ces choses peuvent représenter des problèmes. Mais votre paix est d'une obligation importante que vous devez impérativement la garder. Vous devez impérativement la conserver. Vous devez faire ce qu'on appelle l'alignement de pensée. Vous devez aligner vos pensées, aligner vos émotions, aligner vos actions. Il faut que ce soit aligné. Et celui qui cultive la paix, ce sont des gens généralement qui ne parlent pas beaucoup. Ceux qui cultivent la paix ne parlent pas beaucoup. Parce qu'ils savent le pouvoir de la parole. Ceux qui cultivent la paix sont ceux qui ont compris que si tu n'es pas maître de toi-même, tu seras maître de personne. Tu seras un roi inutile. Être maître de soi, avoir la maîtrise de soi, avoir le contrôle de soi, avoir le contrôle sur soi, avoir le contrôle de ses émotions. Savoir dire quand il faut dire et savoir se taire quand il faut se taire. Ça, on l'a vu avec vous. Donc la paix n'est pas l'absence de problème, mais la paix, c'est la capacité de vivre au-dessus de ce problème-là. Aller au-delà de ce problème-là. Alors maintenant, les gens confondent. Et c'est ça, c'est malheureux. Les gens confondent souvent la paix. Ils pensent que la paix, c'est l'absence de problème. Ils pensent que la paix, c'est l'absence de guerre. Ils pensent que la paix, c'est l'inaction, c'est la fuite. Ils pensent que la paix, c'est l'abandon. Ils pensent que la paix, c'est le confort matériel. Ils pensent parfois que la paix, c'est se couper du monde. Non. Tu ne vivras pas en paix parce que tu t'es coupé du monde. Parce que tu es allé loin. Non, ce n'est pas ça la paix. Non, pas la paix. La paix, elle est d'abord intérieure. La paix, c'est le fait de fermer les portes et les fenêtres contre toutes les attaques de l'extérieur. La paix, c'est le fait d'avoir un gros filtre que tu mets dans ta vie et que tu sélectionnes ce qui doit entrer et ce qui ne doit pas entrer. Si tu n'as pas atteint ces degrés-là, tout le monde va t'atteindre. Toutes les insultes vont te perturber. Mais quand tu as développé une culture de paix intérieure, tu ne seras jamais basculé, jamais ballotté, jamais embrouillé. Et un homme a su le faire. Christ. Je vous donne l'exemple de Christ, contrairement aux autres. Regardez Moïse, regardez Abraham. Abraham est obligé de mentir. Il a perdu son sang-froid. Il ment. Vous connaissez qu'il a menti, n'est-ce pas? Il a menti. Parce que pour lui, il voulait s'échapper d'une chose, bon voilà, il a menti. Et il n'y a pas qu'Abraham, ils sont nombreux à avoir fait ça. Très nombreux. Vous avez Élie qui a fait descendre le feu. Personne ne l'avait fait avant. Ou peu l'avaient fait avant. Mais lui, Élie arrive à le faire. Il fait descendre le feu qui consume le dieu de Baal. Mais devant une femme comme Jézabel, il a peur. Il fuit.
comment tu as perdu ton calme? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Toi, Élie, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il ne fera pas? Puisque tu as déjà vécu, tu as vu ce qu'il a fait. Mais pourquoi tu as peur? Il a perdu le calme. Il a perdu son sang-froid. Il a perdu sa paix intérieure. Il était perturbé. Et même les prières d'Élie étaient devenues des prières orientées, en disant même des histoires qui n'étaient pas vraies. Quand il dit à Dieu, Seigneur, voilà, je suis seul, tout le monde. Non, on dit, mais Dieu lui dit, non, non, tu n'es pas seul. Je me suis gardé, moi, à peu près autant de personnes qui sont restées, qui n'ont pas fléchi. Parce que lorsque vous avez peur et que votre paix est menacée, ça altère la vision des choses. Tout devient compliqué, tout devient grand, tout devient mystique. Pourtant, si vous revenez dans votre esprit, vous avez les filtres. Vous faites entrer que ce qui est nécessaire, vous ne serez pas perturbé. Maintenant, regardez les espions qui sont allés voir, que l'on avait envoyé pour voir la terre. Quand ils sont rentrés, il y avait ceux qui disaient que là-bas, il y a des géants, ils vont nous bouffer, ils vont nous tuer. Mais deux, on dit non, non, c'est des hommes comme tout le monde. Nous pouvons les battre et nous pouvons avoir cette terre-là. Ces gens ont une perception différente, puisqu'ils ont un gros filtre qui a filtré les informations et qui a pris les nécessaires et l'essentiel, tout simplement. Ils ont laissé les autres. Mais alors que les 10 autres sont allés dans une autre histoire, dans une autre logique, ils ont été perturbés, percutés de l'intérieur. Et c'est comme ça parfois que vous agissez. C'est ce qui fait que vous puissiez vous perdre. Mais regardez Christ, tranquille, tranquillos. La vague est là, tout est prêt à être chamboulé. Il est calme. Pourquoi il est calme? Parce qu'il sait que rien ne va se passer tant que je suis là. Et le problème de nous tous, d'une manière ou d'une autre, a toujours été celle-là. Cette quête de vouloir conserver la paix, garder la paix. Quand on est là et qu'on vous insulte, on vous attaque, on vole votre paix, n'est-ce pas? Souvent d'ailleurs. Mais comment vous réagissez? En fait, ce que vous ne savez pas, vous réagissez exactement comme ceux qui vous provoquent veulent que vous puissiez réagir. Or, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de donner raison à ceux qui vous provoquent. Vous comprenez? Ceux qui vous provoquent n'ont besoin d'une seule chose, que votre calme soit perturbé, que votre paix soit dérangée, que votre état d'esprit soit totalement bouleversé. En ce moment-là, ils auront raison. Parce que lorsque vous êtes fâché, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous êtes fâché, la colère altère votre jugement. Vous n'avez plus la maîtrise de vous-même. C'est en ce moment-là que votre cerveau se désactive. Vous dites des choses que vous allez regretter après. Parce qu'en réalité, tout n'est plus aligné. C'est parti comme ça. Et tu commences à dire des choses que tu ne connais, que tu ne sais pas. Et tu commences à agir comme quelqu'un de fou. Moi, j'ai un ami, quand il se fâche, il casse tout à la maison. Quand il se fâche, il casse tout. Il ne tape pas sa femme. C'est une bonne chose déjà. C'est une très bonne chose. Il ne tape pas sa femme. Une très bonne chose. Je le félicite pour ça. Il tape pas sa femme. Mais il casse les choses. Je dis, tu sais quoi? Les choses que tu casses, c'est ta femme. Ce que tu ne sais pas, les choses que tu casses, c'est ta femme. Mais que tu ne peux pas la toucher. Le corps est poussé à faire autre chose. Ton esprit dit autre chose aussi. Quand tu tapes, c'est ta femme que tu tapes. Moi, on m'a dit une fois, c'est un coach qui me dit, Christian, comme tu fais un peu le truc là et tout, Sozobé, ta boxe, tout ça, pense à ceux qui t'énervent. Comme ça, tu pourras déverser ton énergie dans ça et tout. Je dis non, mais si tu me donnes ça, un jour, je finirai par agir sur eux. Parce qu'il y aura un jour où le sac de boxe, je n'aurai pas le sac de boxe devant moi. C'est eux que j'aurai. Imagine ce que je pourrais leur faire. Imagine. Et parce que quand tu donnes des coups dans un sac de boxe, le sac va en fonction de tes coups. Et quand tu peux pomper 80 kilos, maintenant tu regardes la côte de celui qui t'embête. Et généralement, quand il parle, tu vois, quand il va pour les donc tu dis, oh, mais le problème, il faut aller au-delà de ça. Voilà pourquoi le sport, si le sport est pris comme une alternative de colère, vous n'avez rien fait. Mais c'est pourquoi les Chinois, les Asiatiques ont un autre élément, c'est la méditation. Ils vous amènent la méditation, yoga et tous les autres pour vous amener à expirer ces choses-là. Ah, la tension que vous avez, vous devez la faire ressortir, la redonner à la nature. Vous comprenez? Parce que quand vous faites... Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez dégagé une énergie
négative qui est partie. Et quand vous allez aspirer, c'est une autre énergie qui entre. C'est pourquoi on vous dit, quand vous êtes fâché, respirez. Moi, ce que je dis toujours aux gens, quand je suis en consultation avec les gens qui viennent me parler de leurs problèmes, généralement, si j'ai le temps, bien sûr, je dis, parle. Ok. Quand il a fini, je dis, le malsus. Tu vois que quand il va redire, il commence à dire autre chose. Il commence à calmer maintenant. Les choses, et c'est comme ça. Le fait de parler vous aide à calmer certains trucs. Mais le problème, c'est très souvent comment vous ne comprenez pas. Et mon ami qui tape les choses, qu'est-ce qui se passe? Parce que je parle de lui. Sous la colère, il casse les choses. Et quand la colère va partir, il va encore aller chercher ces choses-là. Tu vois un peu? C'est-à-dire, il a cassé une télé à 1000 $. Il a cassé une chambre, je sais pas moi, à 2000. Il a cassé un truc peut-être à 300, à 400. Il a cassé une voiture, ainsi de suite. La grande question que je pose, ta colère coûte combien? Et ta colère va te coûter combien? Parce qu'après, quand tu ne seras plus en colère, tu vas devoir racheter toutes ces choses-là. Donc imagine maintenant, pour une chose que tu as faite il y a 2 semaines, tu dois continuer à payer ça pendant 1 mois. Quelle bêtise! Comment un passager peut te mettre dans une mauvaise posture alors qu'il est déjà parti? Et bizarrement, tu vas continuer à acheter les choses alors que vous êtes déjà réconciliés. Ce qu'on fait, c'est quoi? On essaie d'avoir le contrôle de soi-même. On essaie d'avoir ce dépassement-là. Et tu t'en passes. Moi, je me rappelle que quand je suis très fâché, parce que ça arrive que je me fâche aussi, et à un moment donné dans ma vie, je me rappelle en tout cas, c'était en 2021, je pense, c'est la pire année de ma vie en tout cas, où j'ai fait pour la première fois une tension de 15. C'est pas beaucoup, hein, pour certaines personnes qui font 17 et 18. Moi, c'est 15. Je faisais généralement 12, 13, normal. Mais j'ai fait, je me rappelle, pendant 4 mois, j'étais dans des colères inimaginables. J'étais encore journaliste. Je faisais des pics de colère, mais vous n'avez aucune idée. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que la victime, la véritable victime, ça va être moi. Et ça sera dans le long terme. Et c'était généralement sur des questions dont je n'avais pas de réponse. Mais je faisais l'école de la sagesse. Hein. J'étais toujours à l'école de la sagesse ici. Mais il y avait des choses qui m'énervaient tellement, et des gens qui m'énervaient tellement, au point que quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit, monsieur, vous avez fait 15. Et c'est très dangereux. Alors discipline-toi. Si tu veux vivre bien, discipline-toi. Depuis ce jour-là, je me suis mis dans une discipline coriace, pas de sel, beaucoup de sport, et ainsi de suite. Et la tension est revenue généralement à 12, 13, comme c'était avant. Mais les problèmes, ça reste encore la question. À quel prix? À quel prix? Fallait-il vraiment en arriver là? Fallait-il vraiment arriver au point que tu as un contact avec un médecin qui te dit ce que tu dois faire alors que tu aurais pu éviter ça? Le problème, c'est que pourquoi nous voulons réagir tout de suite? Pourquoi nous voulons réagir immédiatement sur des choses? Pourquoi? À un moment donné, il y a des choses dont on n'a pas besoin de répondre maintenant. Il y a des choses que tu entends, mais laisse ça. Tu répondras plus tard, quand tu verras clairement les choses. Il y a des choses, quand ça vous arrive, vous n'avez pas de réponse maintenant, ne vous battez pas, laissez ça. Le temps vous aidera à le résoudre. Et quand je dis le temps, ce n'est pas que le temps va régler le problème. Le temps ne règle pas le problème. Hein. Non. Le temps vous aide simplement à faire passer certaines émotions. Et une fois que les émotions sont parties, vous pouvez bien voir les choses de façon claire et vous répondez clairement. Sinon, quand vous voulez répondre à tout moment sur une même affaire, après c'est vraiment très compliqué et ce n'est pas bien. Donc, ce que nous pensons être la paix, ce n'est pas du tout la paix. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est la paix? Vous allez me dire, non, la paix c'est le calme. Hein? La paix c'est, oui, mais le calme c'est quoi le calme? Non, c'est quand tout va bien. Non, la paix ce n'est pas quand tout va bien. La paix c'est lorsque tout va bien, tout va mal, mais on est au-dessus de ces choses. C'est ça la paix. Lorsqu'on arrive à prendre le contrôle. Donc, à un moment donné, la paix, c'est comme une sorte de contrôle qu'on a sur soi-même. D'abord, ensuite le monde plus tard. Et c'est ça qu'il faudrait dire aux gens. La paix, c'est aussi savoir ignorer certaines batailles. Et moi, je voudrais insister sur la question. Certaines batailles, on ne les fait pas. Je le dis ici, Madame Raïssa, on a toujours parlé de ça ici, n'est-ce pas? Certaines batailles, on ne les fait pas. J'entends les gens dire, souvent, et permettez-moi de le reprendre,
l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Hein, c'est ça. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Mais si vous êtes encore à ce niveau-là, c'est que vous n'avez rien compris de la vie. L'ennemi de ton ami, ce n'est pas ton ennemi. C'est l'ennemi de ton ami, tu l'as bien dit. C'est l'ennemi de ton ami. Laissez-le se battre eux-mêmes. Toi, tu ne peux intervenir que pour protéger ton ami ou tu ne peux intervenir que pour arrêter le problème. Mais tu ne peux pas intervenir bêtement comme un fou parce que tu dois, entre guillemets, sauver ton ami. Je vais bien aider mon ami, mais en le conseillant. Je ne vais pas aider mon ami en tenant une hache et aller me battre bêtement dans une affaire que je ne comprends pas. Et si les deux se réconcilient, moi je deviens quoi dans cette histoire? Et celui qui vous dit d'entrer en conflit en son nom n'a pas de respect pour vous. Il ne vous respecte pas. Ça veut dire qu'il vous refuse même la capacité de juger une chose. Donc vous êtes si bête pour prendre une décision vous-même. Il faut faire des batailles qui vous concernent. Le combat qui vous concerne. Quand ça ne vous concerne pas, on ne se bat pas. Vous savez mes frères, je vais vous dire une vérité que vous devez maîtriser et garder ça dans votre vie. Certaines batailles d'aujourd'hui sont parfois des batailles inutiles alors que la vraie guerre, elle est demain. Et si vous commencez à épuiser votre énergie dans des petites batailles, la guerre de demain, vous la perdrez. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez perdu votre énergie aujourd'hui. Bitumba msuto bundango le lote zate pato bangite. Eza que lobby mukolezana no mulayi na ko no perdre bitumba énergie ngate na bitumba lelo. Certaines batailles, vous devez simplement les esquiver. Certains coups dans la vie, vous devez juste les esquiver. Et vous ne devez pas redonner des coups aussi. Non. Na bitumba msuto to bundara pona to perdre te kaka, mais pour to gagner te. Parce que c'est comme si on veut mesurer la capacité de courir d'un chien et d'un guépard. Le guépard ne fuira pas. C'est un gaspillage. Pourquoi il perdra son temps dans une course inutile? Le guépard n'a pas besoin d'une couronne, il a besoin d'une proie. Et vous devez savoir ça. Il n'a pas besoin d'une couronne, il n'a pas besoin qu'on lui couronne. Non, il n'en a pas besoin. Et les hommes qui ont dit que le guépard était l'animal le plus rapide, c'est eux-mêmes. Le guépard n'a jamais demandé ça. Tout ce que le guépard veut, c'est d'attraper une antilope, d'attraper une impala, point barre. Ceux qui courent généralement après les trophées, après les couronnes, ce sont ceux-là qu'on prend généralement pour des guignols et des petits messieurs pour rien ou des petites dames. Ne vous battez pas. Tous les combats ne sont pas des combats à mener. Au travail, tous les combats ne sont pas des combats à mener. Bozana musala bitumba musuba bundarangote. Bitumba musuba tika kango bongo. Vous, le problème, vous vous épuisez parce que vous voulez vous battre dans Bitumba Nyonso. Ou à lobby au Bundi. Ou à lobby au Bundi. Non. Il y a des choses, on dit tu laisses passer. Tu conserves ton énergie. Parce que tu sais que la vraie bataille viendra demain. Et quand cette vraie bataille viendra, je sortirai mes griffes et tu seras fort. Apprenez à esquiver des coups. Et ça, c'est qui l'a dit. Je pense que c'est j'ai suivi un documentaire où l'on disait que Georges Foreman et Mohamed Ali, les deux, tous, on savait que Ali n'avait pas de chance devant Foreman. Mais c'est la technique et la discipline qu'on aurait dit à Ali. Tout ce que tu vas faire, c'est d'épouser Foreman. Il a des coups puissants. Si ces coups-là t'attrapent, tu ne tiendras pas. Il faut esquiver ces coups. Utilise son souffle. Et il a esquivé les coups pendant le jeu jusqu'au point que le grand Foreman s'est essoufflé. Et c'est en ce moment qu'on commence à donner des coups. Moi, j'ai appris une chose. Je ne me bats pas contre mes ennemis quand ils sont encore dans leur énergie. Je ne me bats pas. Il faut les épuiser d'abord. Et c'est seulement quand ils sont épuisés que tu peux entrer en jeu maintenant. C'est ça l'art des guerres. C'est ça l'art de la bataille. Vous ne vous battez pas comme ça, mêle. Non, la bataille, la victoire, c'est-à-dire la formule de la victoire, c'est quoi? La formule de la victoire, c'est d'abord le calcul, l'anticipation, la lecture, la prudence et la détermination. C'est ça le secret de la victoire. Tu appliques ça, tu gagnes. Je veux me battre avec qui? Toi, je t'analyse. Ton point faible, ton point fort. Ton appui et là où tu es faible. Et je frappe là-bas. Point. Quelqu'un m'a fait rire en disant Rando et Sengaga cardio. Rando Zangtama cité cardio. Avec ça, tu vas aller jusqu'où? Tu vas tenir jusqu'où? Et c'est ça. Donc, quand vous n'avez pas de paix intérieure, quand vous ne savez pas vous reposer, ce n'est pas possible. Et puis, un autre élément que je voudrais vous dire aussi. Acceptez d'avoir des coups, de prendre des coups. La vie est faite comme ça.
Ou vous êtes la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, elle est une génération trop fragile. On est devenu fragile. Un petit coup. Non! Quoi ça? Le vautour attend vos pleurs et vos cris et ils viennent vous détruire. Restez solide. Recevez des coups en silence. Et les qui? C'est tout. Mais c'est tout. Il y a des moments où on choisit là où on doit pleurer. On ne pleure pas devant tout le monde. On choisit là où on doit pleurer. Et généralement sous la pluie ou dans l'eau. Comme ça, l'adversaire ne sait pas si je pleure ou c'est l'eau qui coule dans mes yeux. Il ne le verra jamais. Ne donne jamais à ton adversaire la possibilité de reconnaître que tu es faible. Ne montre jamais aucune fragilité. Les adversaires n'ont droit. La fragilité est à mon côté. Reste fort devant ton adversaire. Il doit savoir que tu es fort. Tu ne dois montrer aucune fragilité. Aucune. C'est ça être fort. Même quand tu perds, tu dois lui montrer que tu gagnes. Comme ça trouble sa stratégie. C'est comme ça que ça se fait. Le problème, c'est qu'on est trop fragile, on est trop défaillant, on est trop dans « Oh, ça ne va pas aller ». Non, ça va aller. Gardez, restez calme, restez bien. Surtout les femmes. Je vais vous dire un secret. Vous voulez perturber les hommes? Un homme qui te maltraite, un homme qui ne te respecte, pareil ça. Tu veux savoir le secret? Balance tous les jours des statuts de bonheur de toi-même. Tu verras. En fait, c'est qu'il veut, il veut que tu pleures. Il veut qu'on béba. Il veut qu'on les laka. Maintenant, toi, mets des statuts où tu es bien. Où tu célèbres Dieu, même pour rien. Tu dis, Seigneur, si tu ne m'avais pas donné ça, qu'est-ce que je serais devenu? Et là, lui, parce qu'il est en train de te contrôler, il lui met non. Et puis là, tu vas voir son message pour te provoquer. Je savais que tu allais me remplacer aussitôt. Tu n'es pas dans ça. Dis seulement que c'est touché. Il est touché. Et toi, tu continues. 2 jours après, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que tu me bénisses autant? Le gars dit, mais c'est possible. À qui? Et mon ami m'a commis, t'as là, tout le monde n'en a pas au lobby. J'ai des choses à te dire. Et toi, tu attends, tu ne réponds pas. La stratégie, c'est que ne répondez jamais quand un homme qui est parti de lui-même et qui vous demande de vous voir, ne répondez jamais directement. Ignorez ce message-là. Laissez ça 4 heures, 5 heures. Répondez le soir, la nuit, avec un petit message. Merci. Tu verras comment ça va le troubler. Et quand tu as dit merci, tu arrêtes, tu ne réponds plus. Le lendemain, le jour du rendez-vous, il était 15 heures, n'est-ce pas? Vous allez le voir à 15 heures. 13 heures, tu écris. Excuse-moi, je suis désolé, mais je ne devrais pas être là. J'ai une affaire urgente. J'ai un rendez-vous important. Je te reprends le soir. Vous avez renversé la tendance. Yo, tu ne réponds pas à des attaques. Tu sais qu'il est touché, il est en train de pleurer. Il faut compatir, il faut avoir pitié. Lui-même reviendra. C'est ça la stratégie. Si tu veux mettre quelqu'un d'autre mal à l'aise, redonne-lui ce qu'il t'a donné. C'est fini. Aussi, M. Mukumbanaï. Parce que la théorie, c'est quoi? Lorsqu'on est dans un problème avec toi, généralement dans la mentalité, c'est que si je te quitte, je veux que tu souffres. Si je te quitte, je veux que tu pleures. Je veux te voir tes statues en train de prier. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ceux qui m'ont fait ça vont voir. Non. Mais non, il ne faut pas lui donner ça. Parce que souvenez-vous, le principe, c'est qu'à un adversaire, on ne montre pas la fragilité. À un adversaire, on ne montre pas les larmes, on montre le sourire, pour qu'il soit perturbé, pour qu'il se dise, mais comment il n'est pas atteint? Est-ce que je n'avais pas bien ciblé ou quoi? Alors tu montres ça. Il est totalement perdu. C'est comme ça. C'est ce qu'on fait souvent. Les hommes, ils font ça. Tout seul, il a souffrir. Ah bon, je vais appeler l'ami, la copine de mon ami. Tu as une photo, il y a bien. Selfie. Yo talanga si magana Paul mingi teme cheka boy ngasko na sandina occupé oté statut et puis j'écris en bas le bonne chose arrive. C'est fini, tu as volé la paix de quelqu'un d'autre. Lui aussi va aller chercher et c'est quand il va chercher que toi tu vas gagner. Et toi si tu ne veux pas avoir des coups, ignore-le. Mets-le dans silencieux. Tu ne vois pas ses statuts. Il faut pour moi caca. Et puis vous entrez dans une guerre sans merci. Le problème, c'est que l'art de conserver sa paix, c'est aussi l'art de conserver sa raison. Et en d'autres termes, peut-être pour aller vers la fin, ne permettez pas, je le redis encore, à quelqu'un de vous manquer de respect. Tu comprends? Tu ne permets à personne de te manquer de respect. Quel que soit ton statut, quel que soit le sien. Il ne peut pas te manquer de respect. Il doit te respecter en fonction de ce que tu es. Que tu t'habilles bien ou que tu t'habilles mal.
que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, ce qu'il y a de plus important, ton identité n'est pas liée à ta poche. Ton identité est liée à ton cerveau et à ta dignité. Et ça, on ne la concède pas. La dignité est ce qui va te rester quand tu auras tout perdu. La dignité de quelqu'un, c'est la colonne vertébrale de son honneur. Quand on n'a plus de dignité, on n'y vit plus. Et si quelqu'un commence à piétiner ton identité en ayant des airs condescendants, il faut le ramener sur terre. Il faut le ramener. Comment on peut t'appeler comme ça? Dis, Yarana, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Il faut demander aux gens de vous respecter. En fait, le problème, c'est que vous pensez que le respect, on le demande. Le respect, on ne le demande pas, on impose le respect. Tu dois me respecter. Ce n'est pas une faculté, tu dois me respecter. Que tu sois riche, pauvre, patron ou pas, tu dois me respecter. Et si tu ne me respectes pas, rassure-toi que je ferai la même chose. Et faire la même chose, ça ne veut pas dire je te manquerai de respect. Tu ne me verras jamais. Tu ne verras jamais mon ombre devant toi. Le problème, c'est que les gens ont peur de partir, même lorsque leur respect, leur dignité les a piétinés. Pourquoi? Regardez dans chaque histoire d'amour, dans chaque rupture, il y a toujours une histoire de manque de respect, de manque de considération. Et que les gens ont beaucoup forcé, ont beaucoup... Non, ce n'est pas ça la politesse. J'ai entendu les gens dire, non, c'est parce que moi je suis bien éduqué que... Non, 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 non. La dignité, le respect ne se négocie pas. Ne confondez pas l'orgueil et la fierté. Je ne suis pas orgueilleux, mais je suis fier d'être moi. Donc tu ne peux pas me parler comme tu veux. Non, non. Tu ne me parles pas comme tu veux. Tu ne cries pas sur moi. Non. Tu ne me chosifies pas. Non, non, du tout. D'abord, si tu veux crier sur moi, je vais te dire de baisser les tons. Tu ne me cries pas dessus. C'est tout. Et le dire, hein, ce n'est pas impoli. Non. La fierté, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'orgueil. Ou c'est de l'arrogance. Mais la fierté, non. Vous n'allez pas traiter un poisson d'orgueilleux parce que le poisson nage. Non. C'est de sa nature de nager. L'oiseau qui vole, ce n'est pas un orgueilleux. Il vole, il exprime sa nature. Pourquoi tu ne veux pas que j'exprime ma nature à moi? Tu me donnes rendez-vous à 15 h. Tu débarques à 17 h. Et tu ne t'excuses même pas. Et si je parle, tu dis non, je suis orgueilleux. Mais, ah non, quand même. Non. Ici, il n'y a pas d'orgueilleux, mais il y a un impoli, il y a un manque, il y a quelqu'un qui n'a pas de civilité, il y a quelqu'un qui manque le civisme, qui n'a pas été éduqué. C'est la personne qui ne respecte pas les temps. Le problème, c'est que le Congolais, on doit fixer certaines choses. Vous avez tellement remplacé Makambu que Makambébé comme moi compliqué. Une fille polie, calme, tranquille, qui sait ce qu'elle veut, on dit non, elle est orgueilleuse, elle est hautaine, elle pense qu'elle est supérieure aux autres. Ah mais non, elle sait ce qu'elle vaut. Elle refuse de se mélanger. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Un homme qui dit, moi je ne me mettrai pas là-bas, moi je ne mangerai pas ça, non, il est orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il est fier. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il vaut. Mais c'est vrai, la fierté n'est pas de l'orgueil. Lorsque ça commence à dépasser ces niveaux-là, en voulant écraser les autres, là ce n'est plus de la fierté, ça devient on va dire de la condescendance. Parler aux gens comme s'ils n'étaient rien devant toi, ça ce n'est pas de la fierté non plus. Ça c'est de la condescendance et ce n'est pas bien. Mais rester poli dans ses bottes, ce qu'on fait, normal. Les gens qui me connaissent savent une chose. Moi quand je te dis on va se voir à 15 h, tu viens à 16 h 30. Que tu ne t'excuses pas. Tu ne me donnes pas une bonne raison qui a fait que tu viennes à 16 h 30, tu m'as manqué de respect. La conséquence, la prochaine fois je ne t'appelle pas. C'est fini. Je ne prends pas de rendez-vous avec toi. Parce que moi, je considère les gens en fonction de comment ils respectent leurs propres paroles. Parce que moi, si tu me donnes un rendez-vous à 15 h, je quitte chez moi à 13 h en fonction de la distance que tu as. J'ai fait de mon mieux. Vaut mieux arriver avant l'heure que d'arriver après l'heure. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore compris ces choses-là, c'est pas possible. Et je vois les gens, ils ont un rendez-vous à 14 h, ils débarquent à 17 h, ils sont tranquilles. Ils ne sont même pas gênés du tout. Et quand tu parles avec eux, ils disent, ben, c'est moi qui vais payer la facture. Où est le rapport? Entre payer la facture et venir en retard, où est le rapport? Donc vous voyez que tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de la capacité financière. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'éducation, ce n'est pas l'argent qui l'achète.
Le problème, c'est que quand on a été mal éduqué, on l'est mal éduqué. Et l'un des indicateurs de la mauvaise éducation, c'est le non-respect des temps. C'est le non-respect des l'heure. Et quand tu dis ça aux Congolais, oh, t'es au fingi bango, t'es. Congolais, beaucoup à 12 heures. Abani ko soukoula na 12 heures. Abani ko s'est préparé à 12 heures. Et il arrive à 13h30, il te dit, mais bon, tout le monde a embouteillage. Nous sommes nés dans les embouteillages, nous connaissons les embouteillages. Donc, si nous voulons gagner le temps, on sait comment on fait. La preuve, dans vos entretiens d'embauche, comment vous allez? Vous arrivez toujours avant les patrons, non? Mais ce jour-là, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a des embouteillages, parfois monstres même. Vous comprenez? Tout est question, encore une fois, de priorité. N'oubliez jamais la priorité. Si vous êtes prioritaire, on vous respectera. On vous traitera comme il faut. Mais si vous n'êtes pas prioritaire, on vous traitera comme de la crasse. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, la paix que nous devons conserver, que nous devons garder, nous devons nous-mêmes la préparer. Nous devons nous-mêmes la fabriquer. C'est important. L'agitation, c'est un signal que l'esprit est déséquilibré et ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Maintenant, comment se retirer? D'abord, comment reconnaître les ennemis de la paix? Dans le 10, il me reste combien de minutes? Dans les 10 ou justement 20 minutes qui me restent, 15? 10. Je voudrais vous dire un élément que vous puissiez comprendre. Les ennemis de la paix n'écrivent pas toujours fort. Parfois, les ennemis de la paix murmurent sous forme de la petite voix qui nous parle à l'intérieur de nous, des petites habitudes, généralement de petits problèmes qui nous arrivent et que nous refusons de questionner. Et c'est ça que les gens devraient comprendre. Le voleur de ta paix, ceux qui volent ta paix, ce sont les informations que tu n'as pas maîtrisées. Les groupes d'amis dans lesquels tu entres, les contacts que tu as souvent, de mauvaises relations que tu te fais sans que tu saches. Des gens qui, au lieu de t'encourager, te détruisent tous les jours. Des gens qui te rapportent de nouvelles, que de nouvelles négatives. Des gens qui te mettent dans une compétition avec les autres, inutilement. Alors que tu n'aurais pas dû être dans ces conditions-là. Des gens comme ça, il faut le fuir. Ils viennent te dire, on y fille là quand ça kakayo, on y garçon là quand ça kakayo, on y jonne là quand ça. Et des informations comme ça, quand c'est récurrente, ça te met dans une mauvaise posture. Ça ne peut que te armer contre les autres et ce n'est pas bien. Il y a les groupes d'amis. C'est dangereux aussi. Les ennemis de ta propre paix, ce sont des relations que vous appelez des relations toxiques. Lorsque vous êtes avec une femme ou avec un homme, et ça c'est un conseil que je donnerai aux femmes. Chères sœurs, je vous le dis en tant qu'homme, si vous avez un homme qui vous empêche de travailler, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous empêche de faire exactement ce que vous voulez au fond de vous et que vous pensez que cela peut vous rapporter quelque chose. Si cette personne ne vous écoute pas, si cette personne n'a pas le temps pour vous, c'est une relation qui peut devenir toxique pour vous. Ça va vous voler votre paix. Et il n'y a pas mieux que la paix dans le monde. Et il n'y a pas pire que le fait de manquer la paix. Un homme qui vous donne de l'argent tous les jours, c'est une très bonne chose. Mais un homme qui conditionne l'argent qu'il vous donne à votre inactivité, ça, ce n'est plus un homme. Ça, c'est un... je vais l'appeler un geôlier. D'accord? C'est un geôlier, c'est un maître. Un maître esclave, en fait. Il veut t'esclavagiser. C'est lui qui te dit ne travaille pas, je te donnerai l'argent. C'est lui qui te dit ne fais rien, moi je vais te donner l'argent. C'est lui qui te dit ne va pas travailler, je vais commencer à te payer chaque fin du mois. Ce n'est pas un bon homme pour toi. Il va te détruire. Il va te détruire parce que c'est comme quelqu'un qui dit à un oiseau ne vole plus, donc je vais te nourrir. L'oiseau n'a pas que besoin de manger, il a aussi besoin de voler. L'homme a besoin de travailler, de faire tourner son cerveau pour vivre. Il n'a pas que besoin de vivre. L'homme ne vivra pas que du pain. Donc un homme qui empêche à sa femme de travailler, un homme qui empêche à sa femme de se mouvoir, un homme qui empêche à sa femme d'avoir ses propres relations, ce n'est pas un homme celui-là. Ça c'est un complexé, c'est un homme insécurisé, un homme qui a peur que sa femme rencontre d'autres personnes, parler, ce n'est pas un homme celui-là. Mais je ne vous dis pas de laisser tout faire, non. Soyez un homme, discutez avec votre femme, vous saurez quel type de relation votre femme entretient. Mais si vous êtes là, tout le temps, en train de vouloir la bloquer, vouloir l'empêcher, ce n'est pas ça la relation. Vous voulez la paix de l'autre. Dieu seul sait
combien de femmes n'ont pas de paix dans leur mariage. Dieu seul sait combien de femmes n'ont pas de paix dans leurs relations. Dieu seul sait combien d'hommes n'ont pas de paix aussi. Comment une femme peut te demander à toi, l'homme, de ne pas faire ceci, de ne pas travailler dans tel secteur et de travailler dans tel autre secteur? T'es quel type d'homme, ça, toi? Comment ça? T'es quel type d'homme? Et puis tu acceptes des bêtises comme ça. Et puis tu t'alignes. Non. Les choses devraient être plus ou moins claires sur la question. Il y a des concessions que l'on fait et celles qu'on ne fait pas. Que ce soit chez un homme ou que ce soit chez une femme. Il y a des choses qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas. Même au nom de l'amour, je ne fais pas. Parce que si au nom de l'amour, tu me demandes mon cœur, je te le donne et je vis avec quoi? Je vis avec quoi? Qu'est-ce qui va pomper mon sang? Avec tous vos mensonges, vous mentez, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Et si tu me donnes ton cœur, toi, tu vis avec quoi même? Qu'est-ce qui va pomper ton sang? Oh, je te donne toute ma vie, je te donne mon cerveau. Oui, voilà pourquoi vous êtes bête, parce que vous avez tout donné. Vous n'avez plus rien, vous ne réfléchissez plus, vous êtes comme ça. Oh non, l'amour rend aveugle. Vous allez mettre des lunettes, vous allez lire l'air. Vous allez lire l'air, vous savez. Hein? Son cœur, on ne le repose pas n'importe où. On ne dépose pas son cœur dans la balabala comme ça. Yo, je pense que vous avez déjà 5 nambo. Au Baxeli, il y a eu le tabis. Alors, quand vous jonglez dans mon cabo. Lélo Marthe, lobby Justine. Lélo Choisi, lobby Valentine. Lélo... Ok, merci. Et sans plus tarder, nous passons aux questions pour courir derrière les temps. Je vais prendre la question de M. Blaise depuis Massina sur Facebook. Maître, dans un couple, faut-il sacrifier certaines libertés pour maintenir la paix? D'abord, merci beaucoup, Madame Raissa. Il faudrait d'abord reconnaître une vérité absolue. C'est que dans un couple, il n'y a plus de je. Il y a le nous. Et dans un couple, la liberté, elle n'est pas à sens unique. C'est une liberté de tout le monde. Et on essaye de sacrifier la liberté de chacun pour garantir une liberté commune. C'est-à-dire une liberté qui ne nous dérangera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus libre. Non, on est toujours libre, mais nous avons essayé nous-mêmes de mettre des limites pour qu'elles ne deviennent pas dangereuses, toxiques pour l'un d'entre nous. Parce que si ma liberté à moi est de sortir tous les jours et de rentrer à minuit, par exemple, c'est de ma liberté. Mais il ne faut pas que j'amène ça parce que si je le fais, je dérange l'autre. Parce que dans un couple, il y a des devoirs, il y a aussi des obligations. D'accord? Donc, il faudrait à un moment donné qu'on arrive à sacrifier cela. Mais cela ne doit pas être considéré comme une difficulté. Non, mais plutôt comme un gage de stabilité. Donc la paix dans le couple, c'est quelque chose de fondamental. Mais la paix dans le couple n'est pas définie comme la paix dans les affaires. Non. La paix dans le couple, c'est qu'on apporte nous deux de choses. On apporte nous deux de concessions. Nous apportons nous deux de certaines valeurs. C'est ça la paix. La transparence dans un couple produit la paix. Vous comprenez? L'autorité de l'homme, quand elle est bien éclairée, quand elle est bien définie, ça apporte la paix. La soumission de la femme apporte la paix dans un mariage. Donc il faudrait qu'on arrive à comprendre ces choses-là. La responsabilité d'un homme apporte la paix. Un homme doit être en mesure de donner à sa femme de l'argent, de prendre soin de sa femme, d'apporter du réconfort à sa femme, de l'assister. Ça, c'est de la responsabilité de l'homme, d'être présent dans la famille. Mais la femme aussi a le devoir, pardon, l'obligation d'être soumise à son mari, d'aimer si possible son mari, même si la recommandation d'aimer est faite à l'homme, mais la femme doit aimer son mari, protéger son mari, respecter son mari et organiser le foyer, faire du foyer un endroit où il y a la paix, où il y a la vie. Donc c'est vraiment des responsabilités à partager. Okay, merci beaucoup. Et je passe à la deuxième question qui est posée par Monsieur Anaclé depuis Lubumbashi. Maître, dans une famille, les inégalités économiques et les incompréhensions familiales peut-être être la principale menace pour la paix?
Oui, les inégalités, sauf si on les définit mal. Si les inégalités sont perçues ici comme une injustice caractérisée ou une injustice orchestrée par un parent, ça peut voler la paix. Si les inégalités sont tout à fait naturelles, par exemple, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'argent, là, je comprends, ça peut être normal. Mais si c'est, en tout cas, c'est parce que quelqu'un veut que ça se passe comme ça, c'est là que ça devient très, très dangereux. Et là, ça peut effectivement voler la paix, la paix à la maison. Mais je voudrais dire un élément qui pourra probablement aider les gens à comprendre. Cher Raïssa, la paix dans une maison, la paix dans un couple, mais prenons dans le cas de la famille, c'est papa et maman qui garantissent la gestion de la paix en famille. Les parents devraient comprendre qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Il y a des mots que l'on ne dit pas aux enfants. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas aux enfants, sur les enfants. Les comparer parfois, ça détruit au lieu que ça construise. Quand tu compares un enfant à un autre, ce que tu ne sais pas, là où la balance va pencher positivement, va grandir, va faire grandir cet enfant convenablement, mais ça détruira là où la balance n'a pas été inclinée. Et c'est ça qui dérange souvent. Constamment le fait de dire que pourquoi tu ne fais pas comme tel, pourquoi tu ne fais pas comme tel, ce que les parents ne savent pas, vous ne construisez pas celui que vous comparez là, vous construisez par contre l'autre, celui au PC pouvoir rébeller, c'est lui que vous construisez. Mais celui que vous négligez, disons que vous fustigez dans le comportement, vous le détruisez. Et pas seulement vous le détruisez, vous le mettez en inimitié sans le savoir. Parce qu'aucun homme sur terre, nous avons été créés comme ça, aucun homme sur terre n'aime savoir que tel me dépasse, aucun ne le supporte. Vous engendrez une certaine haine pour rien. Même avec Caïn et Abel. Caïn n'aurait pas dû tuer Abel si Dieu n'avait pas agréé le don d'Abel et rejeté le sien. Abel serait en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait seulement que le don d'Abel avait touché le cœur de Dieu et pas celui de Caïn, ça a engendré la jalousie. Dans le fait de répéter à vos enfants constamment fierté, vous ne savez pas. Moi, je suis allé dans une famille, il y avait un deuil. On ne sait pas s'ils vont se reconnaître. Le papa pleurait parce que son fils était mort et il disait Nzambozu quand même malamu. Vous voyez un peu, c'est cassé. Donc même si tu ne dis pas la suite, on sait. Donc et du coup, ça peut détruire l'estime des enfants et pas seulement. Vous voyez dans des couples, disons surtout dans le deuil, vous entendez les gens dire ah oh pena qui a bien, oh pena ndu simba famille qui a bien, hein, fallait à tabac musuba qui est na place naï. Ça enlève la passion, ça enlève la compassion. Et celui qui pouvait dire, bon, ok, Kassim Taligibiso, à quel point nous. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Et vous allez voir aussi, ce qui a entraîné Joseph dans le trou, c'était l'amour de son père aussi. Le fait que son père l'aimait beaucoup aussi, ça a engendré. Donc, nous devons être mesurés dans nos propos. Moi, j'ai 2 garçons. Je ne peux pas me mettre à dire à Christian Philippe, dis Christian Philippe, pourquoi tu ne fais pas comme Christian? Non, c'est pas bon. Tu vas faire ça, oui, surtout si c'est l'aîné. Si tu compares l'aîné en le négligeant et tu fais plus de loge au petit, ben tu as exposé le petit, il va être frappé terriblement. On va les taper quand toi tu ne seras pas là. Tu vois un peu? Donc c'est possible, mais il faut que les parents comprennent ça aussi. Je vais prendre la dernière question et passer le micro dans le tutoir. La dernière question est, en Afrique, les réseaux sociaux sont-ils un frein ou un levier pour la paix de la part de M. Roussel depuis l'Europe? Tout dépend de ce qu'on fait des réseaux sociaux. Prenez les réseaux sociaux chinois, asiatiques. Prenez les réseaux sociaux africains et américains. Comparez. Il y a plus de divertissement sur les réseaux sociaux africains, sur les réseaux sociaux occidentaux, et il y a plus d'éducation et d'éveil de conscience dans les réseaux sociaux asiatiques. Chez les réseaux sociaux chinois, c'est pratiquement 80%. Vous avez des petites séquences des ingénieurs, des petits enfants qui font ils sont dans les laboratoires, ils essaient de faire des petits trucs, ils font des petites choses, comment ça marche, comment on fait des gâteaux, comment on fait des avions, comment on fait des histoires, et ils le font. Et ça prend une ampleur comme ça, parce qu'ils sont les maîtres de leur algorithme, et ils ont une capacité comme ça. Aux États-Unis, c'est le divertissement, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Un TikToker américain peut te gagner $1 million, $2 millions sans problème. Mais ici, chez vous, en Afrique,
Les TikTok, dans un contexte général, ceux qui tiennent les TikTok et qui ont plus de succès sur TikTok, je ne dis pas tous, mais en tout cas de la majorité, si vous citez 5 TikTokeuses, si vous les citez 5 qui ont plus de vues, vous allez voir que leurs productions n'ont rien d'instructif. S'ils sont 5, peut-être que 2 sont dans l'instruction. Et quand ils sont dans l'instruction, c'est vraiment une pauvre instruction parce qu'eux-mêmes ne sont pas vraiment très éveillés. Et les 3 autres, c'est de la bêtise. Et ce sont des vendeuses de corps, il faut le dire. C'est des vendeuses de corps. Elles montrent leur popotin, elles montrent leur postérieur, elles montrent leur corps. Et c'est ça qui finalement fait vendre. Tu vois un peu? Non, mais aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que nous n'avons pas les algorithmes, nous ne nous contrôlons pas. Et c'est très compliqué. Mais dans un ensemble général, la menace de la peste, tout dépend. Tout dépend. Le TikTok a aidé beaucoup, a aidé le printemps. Disons, ce n'était pas le TikTok, mais c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont aidé le vent de la... comment on appelle ça? Le printemps arabe. Ça a amené une civilisation, une autre civilisation. Ça a amené un progrès démocratique dans certains pays africains. Mais il ne faut pas oublier aussi que le même réseau, ça amène aussi un peu une dose d'imbécilité. En fait, le problème, c'est que tout dépend de comment on en fait. Au Congo, il y a des jeunes gens qui font des choses incroyables sur les réseaux sociaux, des choses formidables. Il y a des gens qui prêchent, qui enseignent, qui font des choses bien sur les réseaux sociaux. Donc on ne va pas aller mettre tout le monde dans le même panier. Mais au moins, si vous prenez les 6 têtes d'affiches sur les réseaux sociaux Congo, regardez, vous allez voir que 4 ou 3 sont dans la consécration de l'immoralité. Merci. Pour me maître, j'ai une question. Allez-y. Concernant les thèmes dont vous avez parlé de la paix, on nous a dit que non, les femmes qui ont beaucoup étudié n'apportent pas la paix dans leur foyer. Cause, ils ont montré que non, il y a beaucoup de divorces. Donc, ce sont les femmes qui ont beaucoup étudié qui sont à la base de cela. Et cela est faux ou bien vrai? Totalement faux, madame. Totalement faux. Les hommes qui ont beaucoup étudié là, ils ont déjà apporté quoi? Le divorce, c'est un refus, c'est un échec d'accord entre l'homme et la femme. On ne va pas aller accuser seulement la femme. En quoi est-ce que les études d'une femme changent cette femme-là? Non. Les études d'une femme, les études poussées lorsqu'une femme le fait, ne viennent que révéler la nature de cette femme-là. Si elle est mal éduquée, elle est mal éduquée. Le problème, ce n'est pas ça. Vous n'avez jamais vu des femmes mal éduquées et qui n'ont pas étudié? C'est vrai que c'est très dangereux, mais vous avez vu ça, non? Elle n'a pas étudié et puis elle est impolie en plus. Et en plus d'être impolie, parfois elle est même moche. Donc ça fait 3 choses en un. Mais de la même manière, vous avez des hommes aussi. Des hommes qui n'ont pas étudié, qui sont impolis et vilains, et puis ils ne donnent pas l'argent. Donc ça fait beaucoup en même temps pour un corps. Et à un moment donné, il faut choisir ce que vous devez avoir et ce que vous ne devez pas avoir. Mais si on réfléchit de façon profonde, qu'est-ce que les études viennent faire dans la mauvaise éducation d'une femme? Vous allez voir, madame, il n'y a pas de rapport. Seulement, le problème est ailleurs. Quand on a les femmes qui ont étudié, si elles ne sont pas éduquées, c'est dangereux. Mais les femmes qui ont étudié ont une certaine connaissance. C'est très difficile de les manipuler, c'est très difficile de les mentir, c'est très difficile de les chosifier, puisqu'elles ont étudié. Donc, un homme qui lui aussi a étudié et qui comprend les choses, qui sait se respecter, ne va pas voir ça un problème. Ce qui m'obèle comme difficile, c'est que son talibien, c'est incomplexé. Il a peur. Il sait qu'il fait des choses pas bien. Mais je ne vois pas pourquoi ça devrait être un problème. Donc, et ça c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant. Réfléchissons, madame. Moi j'ai parlé à un homme. Il dit, sa femme ne peut pas travailler. Il dit, sa femme ne peut pas aller pousser des études trop loin. Sa femme doit se limiter en 2-6, c'est bon. Parce que surtout ceux qui ont fait le droit, celles qui ont fait le droit, là c'est très grave. Ok, je suis bien d'accord. Je dis, ok, c'est bon, alors je comprends. Mais ta fille alors? Et tu sais qu'il me dit, ma fille va étudier jusqu'à devenir professeur. Et si le mariage ne marche pas, elle rentre à la maison. Elle va chercher l'argent, elle aura l'argent. Donc, cet homme-là qui veut que sa fille étudie, que sa fille travaille, qu'on ne malmène pas sa fille. Et je posais la question à cet homme-là. Si un homme dit à ta fille de s'arrêter en 6e année, qu'est-ce que tu diras? Il me dit, est-ce que c'est lui qui va payer les études? Moi, je vais payer les études pour ma fille jusqu'à la fin. Elle va étudier. Si cet homme-là ne veut pas, cet homme doit partir. Je dis, mais ta femme alors? Le débat s'est arrêté là. Parce que ta femme, c'est la fille de quelqu'un aussi. Vous comprenez? Ta femme, là, que tu as, c'est la fille de quelqu'un. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta fille, ne le fais pas à la fille de quelqu'un d'autre qui est ta femme. Le jour où on va se regarder dans le miroir
on fera moins de bêtises. Même les femmes qui se plaignent, regarde les femmes qui disent mon mari, je ne le comprends pas. C'est quel type de mari? Tout ce qu'il veut faire, il dit ça à sa mère, et ainsi de suite. Mais si tu poses la question à cette femme-là, et ton fils alors, qu'est-ce que tu feras? Belle-fille au sac, mais c'est la même chose. Toi, tu es une femme, toi, tu es une fille maintenant. Tu es une fille, tu vas te marier. Et tu auras un enfant. Probablement, tu auras un garçon aussi. Donc, la manière dont tu vas élever ces garçons-là, ça va épargner à une fille de vivre ce que toi, tu refuses de vivre. C'est pourquoi je dis que tout commence dans l'éducation, à la base. Éduquez bien vos enfants. Éduquez bien vos garçons. Éduquez bien vos filles, on n'aura pas de problèmes dans la société. Mais si vous éduquez mal vos garçons, vous les élevez comme des animaux, comme des chasseurs au lieu d'être des hommes, comme des conquérants au lieu d'être des pères de famille, des maris, c'est compliqué. Beaucoup d'hommes n'ont pas été élevés comme maris. Beaucoup d'hommes n'ont pas été élevés comme des pères. Ils ont seulement été élevés comme des tyrans, comme des rois. Oui, mais un roi qui ne sait pas protéger les sujets, ce n'est pas un roi. Donc nous devons commencer à protéger nos enfants comme ça. Madame, moi, le jour où Dieu me donnera une fille, je lui dirai ce que je vous dis maintenant. Si un homme te dit de ne pas étudier, quitte-le. Si un homme t'empêche de travailler, quitte-le. Ça, je le dirai à ma fille. Et le père de ma femme aussi, qu'il dise ça aussi à sa fille. Parce que moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne demanderai pas à ma femme ne travaille pas. Si ma femme veut aller tirer des armes là-bas, faire la guerre, qu'elle parte faire la guerre si ça va lui faire plaisir. Il ne mange pas de problème. Si elle va faire des bombes, faire des avions, qu'elle parte faire ce qu'elle veut. Mais du moment où la paix de la famille n'est pas dérangée, du moment où l'éducation de notre famille n'est pas dérangée, pas seulement par elle, par moi aussi, ça va. Parce que le problème, c'est comment vous concevez le mariage. Moi, je ne conçois pas mon mariage comme si l'éducation de mes enfants était l'exclusivité de ma femme. Non. Ma femme n'est pas une nourrice. Comment ils appellent ça? Une nourrice. Non. Ma femme, c'est la mère de mes enfants. Moi, je suis le père de mes enfants. J'éduque mes enfants, ma femme éduque aussi mes enfants. Nous éduquons nos enfants de la même manière. Et là, ces responsabilités, j'ai les miennes aussi. Je ne peux pas commencer à dire, toi, ta responsabilité, c'est d'éduquer les enfants. Il ne faut pas que tu ailles travailler, parce que si tu vas travailler, les enfants feront quoi? Ah non! De la même manière, moi, je vais travailler. De la même manière, elle peut aller travailler. Mais, la différence, c'est qu'elle va travailler pas pour qu'elle ramène son argent dans mon foyer ou dans notre foyer. Non, son argent, c'est pour elle et elle-même. Mon argent, c'est pour nous deux et pour nos enfants. Point. J'ai été formé comme ça, donc s'il faut que je travaille 4 fois pour ça, je le ferai. Parce que ce sont les histoires de mélange-là qui créent des problèmes. A foutu courant, on a foutu maï, a foutu boue, on a foutu boue, et je ne sais pas, on a ça la boue, comme nous autres, là, on a été formés pour ne pas faire des choses là comme ça, je me bats en ce que je peux. Toi, tu fais ce que tu peux. Mais tu ne dois pas avoir la pression de... Non, 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 madame. C'est ça qu'il faudrait que les gens arrivent à comprendre. Et moi, j'élève les garçons dans ces conditions-là. Et c'est pourquoi je vous dis, vous, jeunes gens, la même chose. Surtout vous qui allez vous marier. Hein? La même chose. Ne faites pas comme les Occidentaux. On ne cogère pas ce truc. T'es l'homme, t'es le responsable de la maison, fais. Que la femme, si tu l'aimes, tu lui montres l'amour, elle-même va prendre soin de la maison, tu ne demanderas même pas. C'est elle-même qui va commencer à le faire. Mais toi, tu dois d'abord mettre dans la tête que tu dois le faire. Parce que nous avons des hommes, je te dis, hein, il peut dépenser 2000 $ à l'extérieur, mais à la maison, il est incapable de dépenser 1000 $. Et ça, ce n'est pas un homme. L'argent de l'homme, c'est l'argent de la femme. Mais l'argent de la femme, c'est son argent. Si tu dois à une femme 50 $, ne lui donne jamais 40 $. Et puis tu dis que tu vas lui donner 10 $ après. Parce que si tu lui as donné 40 $, tu lui dois combien? 50 $. Si tu lui donnes 45 $ et que tu vas lui donner 5 $ plus tard, mets-toi dans ta tête, tu lui dois. Voilà. Là, on a des hommes, vous avez compris le problème. Merci, maître, pour la parole. Vu que ça parle de paix intérieure, moi j'ai un grave souci concernant cette question de paix. Alors, j'ai un problème de cautionnement des paix intérieures. Je ne discute pas concernant cela. Maintenant, ma question, j'aimerais d'abord partager une expérience avant de poser ma question pour que la question soit bien orientée. Au moment où Goma a été pris par le rebelle de M23, les terroristes, c'est mieux. Les terroristes, voilà. Moi, je suis journaliste. Alors, je suis obligé de
décortiquer l'information, chacun fait chose et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas voir les rebelles tués et tout consort. Donc Les ça terroristes. me dérange. Les Ouais, terroristes. les terroristes, je Ouais. précise. Ça me dérange énormément. Bref, je demande un congé de circonstances. Je quitte, j'essaie de déconnecter Twitter, réseaux sociaux et tout. Je reste à la maison pendant un mois, je fais ça. Je ne supportais pas. C'est ce qui s'est passé. Comment faire pour garder, maintenir la paix intérieure, mais en même temps démarrer dans le quotidien? Aujourd'hui encore, ça s'est fait. Il y a William qui m'a appelé, ça sonnait, et puis il y a Vodacom qui faisait un truc de réseau, ça passait pas. Et puis je me suis dit, si demain ça continue, je change la SIM. Ça me dérange déjà Vodacom parce que cette semaine, ça m'a dérangé fortement. Vous voyez un peu ça. Donc, la paix intérieure, en fait, quand ça me dérange, j'essaie d'éloigner la chose qui me dérange. Comment faire pour garder la paix intérieure et puis demeurer très bien dans le quotidien? C'est un peu ça ma question. Alors, cher Paul, il faut pas non plus être, comme on dit en Nigal, on me pousser à un niveau. Là, il faut savoir faire la part des choses. Quand on travaille, on rencontrera des questions plus difficiles que ça. C'est à nous de m'aider. Je peux ne pas aimer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler pour autant. Je continue à exercer mon travail dans toute la rigueur que mon travail exige, tout en prenant la distance de certaines choses. Il y a une prière que j'aime toujours, c'est celle qui dit: donne-moi la force de changer des choses qui peuvent changer et d'accepter celles qui ne pourront pas être changées. En fait, nous devons arriver à ce niveau-là, comprendre que ça, je peux le changer, je le fais, et ça, je ne pourrai pas le changer, je ne le fais pas. Parce qu'après, si vous vous mettez dans une posture de vouloir tout changer, mais tu fuiras tout le monde. Dans cette logique-là, tu vas fuir tout le monde. Même le pays, tu vas le fuir. Parce que si tu sors le matin, il y a un embouteillage, tu rentres, il y a un embouteillage, tu vas dire quoi? Je ne sors plus. Donc si tu manges aujourd'hui que c'est trop salé, demain tu trop salé, je ne mangerai plus, mais tu vas mourir. Le problème, c'est que tu ne fais pas ça comme ça. Tu prends ce que tu peux, tu changes ce que tu peux et tu continues ta vie comme tu veux. Le problème ici, le principe, c'est qu'il ne faut pas que ces choses-là commencent à changer ton humeur, à changer ta manière de vivre. Je peux tout simplement fermer cette fenêtre-là sans pour autant, sans pour autant perdre ma volonté, ma vie et mes sentiments. Voilà, merci beaucoup maître pour les enseignements. J'ai 3 questions. La première question est la suivante. Que pensez-vous? Pensez-vous que la paix intérieure dépend uniquement des facteurs internes ou elle dépend aussi des facteurs externes? Et la deuxième question est: est-il possible de trouver la paix intérieure dans un environnement stressant? La troisième question est: quelles pratiques ou habitudes quotidiennes recommandez-vous pour nourrir un état intérieur du calme? Il faut d'abord commencer par comprendre que la paix est un sentiment, est un climat, est une situation, est un état d'harmonie d'abord, intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Elle est d'abord intérieure. Et les facteurs qui créent cette condition de paix, ces facteurs-là sont d'abord intérieurs. C'est la perception que tu as. Parce que quand tu développes une certaine aptitude de paix intérieure, ta perception de la vie change. Ce que je vous ai parlé de filtre, le gros filtre que tu mets. Ce filtre-là va faire entrer des informations essentielles, pas du n'importe quoi, pas tout. Tu prends ce qui est essentiel et tu en fais une arme pour avancer. Ça, c'est d'abord intérieur. Il n'y a pas de paix externe si ce n'est pas interne. C'est d'abord l'intérieur qui gouverne l'extérieur. Ça, c'est un élément, c'est un fait. Maintenant, est-ce que la paix... la première question, c'est... Si tu veux savoir si... Non. Oui, d'abord. Ça, c'est les... D'abord, essentiellement, de l'intérieur. Après, l'extérieur vient après. Ouais. La deuxième, c'est... Alors, on va en parler profondément le dimanche prochain. Mais il faut d'abord savoir que le mouvement, l'environnement stressant, si cet environnement dépend de toi, si c'est toi qui disons, si cet environnement dépend que de ton bon vouloir, il faut le quitter. Tu ne peux pas être en paix dans un environnement qui te vole ta paix. Mais si cet environnement-là peut être reparamétré par toi, tu peux le faire.
Ça veut dire si c'est mon lieu de travail qui devient stressant, j'essaie d'examiner qu'est-ce qui stresse ou qu'est-ce qui me stresse. Si ce sont les conversations, j'évite les conversations. Si ce sont les réunions que les gens font, j'évite ça. Si c'est le travail en lui seul, en lui-même le travail me dérange, je pose la question, pourquoi me dérange-t-il? Est-ce que c'est parce qu'il ne paye pas bien? Est-ce que c'est parce qu'on me demande de faire un peu plus que ce que je dois faire? Si c'est le cas, je quitte. Parce que rien ne vaut ta paix. Et je dois te dire, il ne faut pas que l'argent que tu as cherché avec beaucoup de peine, que cet argent te serve à te soigner. Non. L'argent que tu as fait, que tu as travaillé, pour lequel tu as travaillé, c'était pour t'offrir une vie. Mais si l'argent que tu as fait ne te sert plus à vivre, mais plutôt à réparer, par problème, gastrite, ça ne marche pas. Ça, c'est un élément déjà. Alors, la troisième question, c'est... La gratitude, la reconnaissance. Tous les matins, il est nécessaire de répertorier ce que vous avez, de bien et de positif, et de remercier Dieu pour ça. Tout le matin. Chaque soir, quand vous dormez avec certainement des défis et tout le matin, vous vous réveillez avec la gratitude de faire mieux que ce que vous avez fait hier. Et c'est comme ça qu'on nourrit son quotidien, on nourrit sa vie, on nourrit son énergie tous les jours. Répertorie ce que tu as des plus importants. Et tu les as. Tu as des aptitudes, tu as des capacités, tu as la vie, tu as le poumon, tu as les airs, tu as tout ça. Tu as un enfant qui est merveilleux, tu as une femme qui est merveilleuse, tu as un mari formidable, voilà. Tu as un travail qui te paye et tout ça. Tu as un beau corps, tu as un beau visage, tout ça, faites-le, réfléchissez. Tu as un bon diplôme, bref, il y a toujours un truc qui peut être un sujet de louange pour toi. Madame Raïssa, qu'est-ce que toi tu as de mieux? Tu répondras au fond de toi. Qu'est-ce que tu as de mieux, ce qui te rend fier aujourd'hui? Tu connais, non? Remercie Dieu pour ça. Toi aussi, nous tous nous en avons. Moi, je peux vous dire, quand je suis stressé, le plus stressé, quand je vois la photo de mon enfant que j'ai sur mon téléphone ici, mes deux enfants, je peux te dire, ça me renouvelle davantage. C'est une richesse qui dépasse tout ce que j'ai comme bien matériel. Tout. Tout. Parce qu'aujourd'hui, je peux me réveiller, une érosion écrase et s'emporte toutes les maisons. Je peux me réveiller aujourd'hui, la banque où j'ai mis mon argent, cette banque-là tombe en faillite. Mais mes enfants resteront là, une richesse inestimable. Voir que j'ai mes enfants et savoir que j'ai une femme qui m'aime à mourir, mais il n'y a pas mieux que ça. C'est une plus grande richesse. Savoir que je peux dormir tout le jour à côté d'une femme que j'aime et qui m'aime aussi. Chaque jour, je peux avoir les cris de mes enfants, leurs mains sur mon corps. Mais il n'y a pas mieux que ça. Alors, je ne vois pas comment je peux demander plus que ce que j'ai déjà. Tu vois? Parce que je sais quand les enfants tombent malades, comment ça perturbe. Comment tu n'es plus tranquille. Le sourire, parce que tu n'as pas vu mon enfant, son sourire là, c'est comme un ange qui n'a pas d'aile, qui n'a pas d'ailes. Et quand tu entends la voix de ma femme, tu te dis, mais c'est la plus belle voix, plus que toutes les musiques qui puissent exister. Même Fali ne chante pas comme ça. Tu vois? Donc le problème, c'est ça ma richesse au fait. Tu vois? Donc là, même quand je tombe, je me relève en les regardant, quoi. Même quand je suis fatigué, en les écoutant, ça me remotive. Tous les jours, ça nourrit ma paix intérieure, en fait. Et parfois, tu veux te fâcher, tu te dis, si je tombe malade, qu'est-ce qui devient? Si seulement je pense que ma femme, on va l'épouser après moi, et que je pense que mes enfants, là, on va les toucher à la tête par d'autres personnes, j'ai envie de couper ces mains-là. Tu vois? Je vois mes enfants, quelqu'un d'autre va dire, mais c'est pas vrai. Donc, du coup, je dis, rien, ça ne sert à rien. Donc, vaut mieux, c'est mieux, quoi. Hein? C'est ça. Bonsoir, maître. Salut. Merci beaucoup pour les enseignements. Maître, je vous ai suivi avec une attention soutenue, surtout lorsque vous aviez parlé de la paix. Et vous aviez dit quelque part que lorsqu'on vit dans un environnement où on vole la paix, donc c'est mieux de quitter cet environnement. Alors face à cela, j'ai eu à développer un maximum qui stipule mieux vaut lutter contre le vol de paix dans un environnement que de quitter cet environnement-là. Alors la question que je voudrais poser,
Que pensez-vous de cette proposition? Non, mais courage. Si tu veux perdre ton temps en luttant contre les voleurs de paix, mais vas-y, c'est ton choix. Moi, j'ai choisi de ne pas me battre bêtement pour des histoires de voleurs de paix et je quitte l'environnement de vol. C'est tout. Je n'ai pas beaucoup d'énergie pour me battre contre ceux qui vont me voler la paix, puisque je ne les connais pas tous. Ils sont nombreux et j'ai perdu tout mon temps à me battre contre eux, pour rien. Je peux bien mettre et c'est ça, on en parlera aussi dimanche prochain. Je ne dis pas que moindre désaccord vous partez, non. C'est non. Attends, tu me voles ma paix. J'ai fait de mon mieux pour que tu ne la voles pas. Mais si tu arrives quand même à me voler ma paix, ça commence à devenir, je veux dire, insupportable pour moi. Ah ben, je m'en vais. Je laisse pas deux fois, je m'en vais. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. C'est-à-dire, si j'entre dans un groupe WhatsApp, je vois que là, les gens sont en train de m'insulter. Ils disent des choses que je n'aime pas. Ils disent des choses que... Attends, tu veux que je commence à me battre avec tous ces gens-là? En leur disant, écoutez, ne dites pas ça. Non, je coupe carrément. Un programme télé qui passe à la télévision qui m'énerve. Pourquoi je vais regarder ça? Mais j'ai zappe, c'est tout. En toi, tu ne me voles pas ma paix. Ouais, je ferai de mon mieux pour que tu ne la voles pas. Tu commences à m'amener des histoires inutiles qui vont me charger inutilement. Je coupe les ponts. C'est tout simplement. Je suis là, moi, je suis en train de jouer ma musique. Ah, président, ma fille, tout ça. Ok. Et puis tu fais pas attention, bloqué. Avec signalement. Tu vois, même si tu veux rapport WhatsApp, comme ça, on va te dire qu'il t'a bloqué, il était très énervé. En fait, le problème, c'est que, évitez-vous, vous n'êtes pas une poubelle où on va venir déverser des bêtises à tout moment, non. Surtout ceux qui vous rapportent des rapports à tout moment. Il faut le couper. Vis dans ton monde de paix et cultive ta paix. Ce qui n'est pas important pour toi, il faut laisser. Ce qui est important, tu continues avec, c'est tout. Merci maître pour les enseignements. Le maître a dit quelque part, si tu n'es pas prioritaire, on ne te respectera pas. C'est quoi être une priorité? La priorité, ce n'est pas toi, c'est encore une fois, ce n'est pas à toi de définir ta priorité. C'est comment l'autre te prend qui définit ta priorité. Mais généralement, pour que tu sois une priorité, il faut que tu apportes une valeur ajoutée. Il faut que tu apportes une réponse, une question. La réponse à une question, la solution à un problème. Si tu n'es pas la réponse, tu n'es pas la solution, pourquoi les gens vont venir te voir? Parce que Madame Raissa, si je dois te parler, c'est parce que j'estime que tu es intelligente. C'est parce que j'estime que si je te pose une question, tu me répondras. Donc mes problèmes, je peux les trouver des solutions. Je peux trouver des solutions chez toi. Mais Madame, dis-moi, si tu n'as pas de solution à me donner, tu n'as pas de réponse à me donner, qu'est-ce que je fais avec toi? Tu m'appelles, je ne prendrai pas. Parce que tu veux me prendre mon temps inutilement. Et c'est comme ça qu'on fait. Alors maintenant, encore une fois, si on t'appelle que pour se servir de toi, et pour rien d'autre, alors là, c'est très compliqué aussi, il faut voir. Il faut voir. Tu comprends un peu? Donc, c'est toi, c'est pourquoi je dis aux gens, travaillez. Jeune garçon, bossez dur. Un monsieur qui a l'argent, qui a l'intelligence, est toujours prioritaire. On ne rate pas son appel. Non, on ne rate pas. Il y a des gens, ceux qui demandent au Bengaye, à rater l'appel, à rouler là. Bah, excuse, bah, excuse. Pardon, je n'ai pas vu l'appel. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'aurai une solution à lui donner. Mais si toi-même, tu es là, tu sais que ton appel et ce n'est même pas rejeté, donc ce n'est même pas. Tu vois un peu? Parce qu'en fait, les gens, celui-là, il sait que tu ne vas lui rien lui apporter. Au contraire, tu viens avec un problème. Oui. Tu viens avec une doléance. C'est ça. C'est pourquoi je dis aux gens, arrêtez de demander. Parfois, appelez les gens aussi pour les saluer. Comme ça, le jour où tu appelles pour demander, il ne sait pas si c'est saluer ou demander. Mais quand toi, chaque appel est une demande, chaque appel est un problème. Papa Koufi, Maman Beli, Belaki, quelqu'un va finalement, comment dire, tu peux aussi appeler parfois pour prendre juste des nouvelles. Je t'appelle juste pour avoir des nouvelles. Comment tu vas? Ça marche? C'est bon? C'est toujours bien aussi. Sinon, c'est très compliqué. Sinon, merci beaucoup, maître, pour les enseignements. Et il y a des personnes qui ne cessent de demander l'adresse. Nous sommes à Gombe, sur le boulevard du 30 juin, au sein de l'immeuble Interfinant, au 4e niveau. Donc, dès que vous arrivez vers Kinmart ou Rawbank, demandez seulement l'immeuble Interfinant.
Sinon, maître, un mot de la fin pour clôturer. Aujourd'hui, je voudrais demander encore une fois aux gens qui suivent les réseaux sociaux, je vais vous dire comment ça fonctionne. Les TikTok, par exemple, et les autres réseaux sociaux, lorsque vous avez plus de j'aime, lorsqu'il y a beaucoup de j'aime dans vos contenus, ça permet à ce que la communauté s'agrandisse et que l'on propose votre contenu à tout le monde. C'est pourquoi il est important de j'aimer, hein, c'est très important. On ne peut pas avoir à peu près 545 000, comme j'ai vu là, plus de 500 000 abonnés, et que vous n'ayez que 3 000 j'aime, disons 3 millions de j'aime, je pense. On ne peut pas avoir ça comme ça. Il faut avoir au-delà de j'aime. C'est pourquoi je demande à tout le monde de j'aimer, si on peut le dire comme ça. Il faut aimer la page TikTok de... c'est Christian Bossembe, je crois. C'est Christian Bossembe TikTok. Vous aimez, vous partagez, et puis vous abonnez. Donc, abonnez-vous et faites-vous abonner. Cette partie, je voudrais vraiment que Gianni l'envoie aux gens. Et c'est très important. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez ce que nous faisons sans être abonné, sans aimer et puis sans partager. Donc, faites ça et ça va être un grand plaisir pour nous. Aimez toutes nos pages. Aimez la page TikTok, aimez la page Twitter, aimez la page Facebook, aimez la page Instagram. C'est le même nom, Christian Bossembe. Faites-le, ça va être un grand plaisir. Sinon, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. La RDC.